Salut tout le monde, je suis avec Dat pour un format interview et aujourd'hui on va parler avec lui un peu de son rapport à la bande dessinée, sa série Road to Centaur qu'il s'auto-publie sur Ulule depuis déjà bientôt 3 tomes du coup et sur Manga Draft avant en version numérique. Et donc voilà, on va faire une espèce de format interview, conversation, donc je vais aussi pouvoir me permettre parfois d'un peu développer et discuter pour parler notamment de son manga ou de même poser un peu des trucs personnels ou quoi pour amener de la réflexion et tout à la discussion. Donc voilà, soyez pas choqués si je fais pas que poser des questions en attendant des réponses. Et c'est ça, l'idée c'est aussi de faire un échange quoi. Donc voilà, c'est parti, salut Dat. Salut. Voilà, je sais pas si de quelle manière est-ce que tu voudrais te présenter pour commencer du coup. Moi je suis Dat, j'ai 23 ans. Je suis auteur de mangas indépendants, notamment de Road to Centaur que j'ai commencé il y a maintenant 6 ans. Enfin, j'ai commencé, j'avais 16 ans, presque 17 ans. Je suis passionné de dessin, de bande dessinée et de métro. Ouais, de métro. Voilà. Et donc ce que je trouve intéressant déjà, en fait déjà est-ce que c'est la première BD un peu que tu publies de manière publique quoi, que tu montres, mais est-ce que tu faisais déjà de la bande dessinée depuis tout petit ou alors c'est quelque chose qui a commencé plus sur le tard? Je fais de la BD depuis tout petit. Ah, ok. À l'époque, quand je faisais des BD, c'était surtout des BD sur, soit sur Mickey, mais après j'ai dérivé sur des BD sur Mario. Oui, et sur Sonic, Euh, tu me disais aussi en MP du coup. oui, aussi sur Sonic. Sonic, j'en ai un peu moins fait parce Ouais. que Sonic, j'ai été très vite traumatisé. Mais, Et tu faisais du mais straight Mario, comics comme ça se faisait à l'époque? Ou pas du tout? Ou non, pas c'est... du tout, Ouais, pas du tout. Je faisais vraiment du dessin avec quoi. des dessins Ouais. sur feuille A4. C'est Mais marrant, moi aussi je faisais des Sonic quand j'étais petit, donc on est dans la même team. oui, voilà. Mais non, moi, Sonic, j'aimais trop. Mais moi, j'étais plus Team Mario. Du coup, je faisais plus de Mario quand Hmm. j'étais petit. J'avoue, je faisais pas trop de. La seule BD entre guillemets originale que je faisais, c'était une BD où tu suivais une cuillère, une fourchette et un couteau sur une ville qui était sur une table avec les aliments et tout. Donc t'avais quand même un peu une envie de faire comme tes propres histoires et en plus d'adapter des personnages que t'aimes bien quoi, on va dire. Oui, voilà. Ouais. Je faisais un peu les deux. Je faisais de la fanfiction et je faisais des histoires originales. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu me disais en MP que tu t'intéressais, que tu aimais pas le manga jusqu'à tes 11 ans. C'est seulement après que t'as commencé à lire du manga, regarder des animés, etc. Et pourtant, t'avais comme déjà un pied dans la culture japonaise, on va dire, avec Mario et Sonic. Du coup, qu'est-ce qui a fait que t'étais hermétique au manga comme ça à la base, hein? Bah, je sais. En fait, le plus vieux souvenir que j'ai du manga, c'était sur Dragon Ball GT Oula. où il y avait où il y avait Baby qui transformait des gens en chocolat, il les mangeait. Et à ce moment-là, je me suis dit, je n'aime pas Dragon Ball et je n'aime pas les mangas. Tu t'es Genre, ça me vu, faisait peur quand j'étais petit. ok. À l'époque, le seul manga que je tolérais, c'était One Piece à l'époque. Mhm. Genre, quand je regardais One Piece, je rigolais un peu. Du coup, ça va. Et mais qu'est-ce qui t'a fait débloquer, du coup, cette espèce a priori que t'as eu avec Dragon Ball GT? Bah, alors, en plus, Dragon Ball GT, il y avait aussi FMA, que je n'aimais pas quand j'étais petit. Ah oui, ok, ok. Parce que, quand j'étais petit, il y avait le premier générique, on voyait Hal perdre ses bras et ses jambes. Mhm. Et voilà, quand j'étais petit, j'avais peur. Ah oui, donc c'était vraiment le discours Ségolène Royal, c'est trop violent pour les enfants, retirez ça de leur Oui, bras et tout. voilà, un peu. Ah oui, mais c'est marrant hein, du coup. Et en fait, tu t'étais plus rassuré par ton Picsou Magazine, etc., qui était plus confortable pour toi, quoi. Mais bah, j'étais un peu paradoxal parce qu'à l'époque, j'étais fan d'Happy Tree Friends. Donc, fallait savoir où je me tenais à Mhm. côté. Hein, je sais pas. Hein. Mais après, et puis Mais Friends, il y a un côté où c'est absurde la violence. On dit que dans FMA, c'est dramatique, il y a des vraies implications. oui, voilà. Il y a quelque chose de plus, Oui, il y a très une clairement. application émotionnelle dans FMA qu'il n'y a pas dans Epic Free Friends, où c'est du spectacle gore malsain, quoi. Mais du coup, ce qui m'a motivé à faire à regarder des mangas, de base, je suis passé par les animés d'abord, hein, Mhm. forcément. Je me rappelle précisément c'était quoi. C'était à l'époque, j'ai traîné sur YouTube, j'avais genre 11 ans. Et je suis allé sur une vidéo de Mister Enzor sur Fairy Tail. Mhm. Et genre Fairy Tail, je connaissais que de loin. Mais c'est vrai que ça passait des fois. J'ai regardé juste pour voir que ça durait pas très longtemps. Et je me rappelle que sur sa vidéo, il faisait que défoncer Fairy Tail, mais ça m'a quand même donné envie de regarder. Mhm. Du coup, j'ai commencé à regarder Fairy Tail. C'était vraiment le premier animé que je me suis dit, ok, j'ai regardé pour voir et tout. Du coup, à 11 ans, je tapais Fairy Tail Streaming et j'ai lancé le Bah premier oui. épisode. Forcément. Ok, ok. Et mais après, t'as rattrapé les classiques Dragon Ball, etc. Ou... Bah, Fairy Tail, c'est peu après Fairy Tail, je savais que j'avais les tomes de Naruto chez moi, que mes frères lisaient.
Et je me dis, bon, bah, j'ai regardé Naruto, mais cette fois-ci, je vais lire Naruto parce que j'avais vu que l'animé à l'époque. Mhm. Et pareil, Naruto, le plus souvenir que j'ai de Naruto, c'est un épisode où Tenten se fait défoncer par Temari et j'étais pas très convaincu. Mais c'est toujours un truc que t'as actuellement, hein, ce truc d'être buté par ce genre de Non, violence non, ou non? Et donc ce que je trouve non, intéressant, non, c'est que entre ton acceptation, on va dire, du manga et le moment où t'as commencé Road to Centaur vers 16-17 ans, il s'est passé peu de temps en fait, c'est genre 5-6 ans, et que t'as quand oui, oui, même vraiment. décidé, en fin de compte, alors que t'avais comme un héritage, on va dire, de BD occidental, plus qui était là depuis plus longtemps, quoi, t'as quand même décidé de faire un manga avec en plus en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire une lecture de droite à gauche, etc. Et qu'est-ce qui a fait que t'as décidé plutôt de faire ça qu'un type de BD à format plus occidental, quoi? Bah, en fait, durant ces 5-6 ans, j'ai vraiment shifté ma vision du manga. C'est Ouais. devenu limite mon truc préféré de l'histoire. Mhm. Je voulais faire que du manga. Enfin, dès que j'ai commencé à faire Fairy Tail, j'avais déjà commencé à vouloir inventer mon premier manga. Et d'ailleurs, le premier héros, il s'appelait Excalibur. Il avait les cheveux en pique argenté, il avait un bandeau, il avait une épée, hein. Ok, ok. Mais voilà, et du coup, ça m'avait. Je sais pas, en fait, quand j'ai commencé à regarder Fairy Tail, j'étais devenu hyper fan. Déjà Ouais. hyper fan de Fairy Tail, mais hyper fan des mangas en général. Après, je me suis lancé dans One Piece, j'ai vu qu'il y avait 70 tomes, je me suis dit, je m'en fous, je vais les regarder. Ouais. Ah ouais, t'as une forme de boulimie, Non. une forme de Ah oui, boulimie dans, clairement. dans tout ça, peut-être parce que t'as été privé entre guillemets avant, quoi. Donc Ouais, ouais, voilà. ouais, En mais fait, c'est comme si je redécouvrais tout sous un autre angle. ouais, ouais. Même Dragon Ball, j'ai mis un peu plus de temps à démarrer parce que mais Dragon Ball, c'est grâce à Game One. Parce que je suis tombé sur un épisode de Dragon Ball sur Game Ah, One et bravo je me suis Gamon. rendu compte que en fait, c'est bien. Et du coup, j'ai commencé Dragon Ball. Euh, Même, mais c'est sûr que quand t'es petit et que tu découvres le manga et que t'as lu que du Lucky Luke ou quoi avant, moi j'ai toujours beaucoup d'amour pour Lucky Luke et les BD franco-belges classiques que je continue de lire actuellement, mais tu te dis, ça t'ouvre aussi tout un champ de te dire, ah oui, ça peut aussi être ça la bande dessinée, et forcément, c'est des milliers et des milliers d'œuvres différentes à lire, et donc forcément, ouais, c'est un torrent infini, quoi. Mais en fait, moi, vraiment, ce qui m'étonne, enfin, la première fois que j'ai vu des gens faire de la bande dessinée en dessinant de droite à gauche, ça m'a choqué la première fois que j'ai vu ça. Même en tant que fan de manga, tu vois, parce que je me suis dit, ouais, que c'est vraiment l'étape ultime, on va dire, qui fait que, enfin, comment dire, en fait, c'est comme c'est contre-intuitif dans ce qui est la lecture occidentale de base, de gauche à droite, même quand à l'école, tes classeurs, bah, c'est de gauche à droite, etc. Et donc, lire du manga à la base, c'est quand même quelque chose où faut se mettre dans le truc, faut se mettre dans des habitudes de lire de Oui, droite à gauche, etc. Donc, il y a quand même quelque chose qui, on va dire, par rapport aux racines qu'on a dans notre apprentissage, qui reste contre-intuitif, je trouve. On doit se mettre dans un mode de pensée particulier pour lire du manga, quoi. Et alors, commencer à réfléchir à faire une bande dessinée de cette manière-là, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup étonné à l'époque, quoi. Et toi, c'est quelque chose qui semblait naturel, que t'as fait comme ça, d'emblée, quoi, sans te poser la question. bah, c'est surtout que en fait, dans ma famille, mes frères, ils lisaient déjà du manga à l'époque où j'aimais pas et du coup, j'ai déjà des mangas entre mes mains à l'époque. Donc ça m'a jamais, enfin, au début, je trouvais ça peut-être bizarre. Bon, j'ai plus aucun souvenir de cette période, donc c'est des suppositions. Mais je pense que je me suis très vite fait et je me suis dit: «Ah bah, du coup, les mangas, c'est des BD en noir et blanc qui se lit à l'envers» Mhm. et j'ai compris comme ça. Et du coup, en fait, moi, j'ai direct intériorisé que le fait que des BD, à l'époque, quand j'étais petit, je me disais, les BD, c'est des livres, c'est des bandes dessinées, du coup, mais en couleur et de droite à gauche. Oui, de droite à De gauche à oui, droite. non. De gauche à droite. Ah, tu vois, ça embrouille tout. Et donc, ouais, donc, Et encore deux catégories sans même forcément recontextualiser dans la culture d'un pays et de l'autre, etc., quoi. C'est juste, c'était oui, comme ça, voilà. quoi. Et que donc, vu que tu fais un récit qui s'inscrit dans du genre typique manga, bah forcément, il faut faire de droite à gauche, quoi. Du coup, pour toi. Oui, voilà, je me suis dit, bah, si je dois faire un manga, Mais, faut qu'il soit de droite à gauche, mais c'est parce qu'il forcément. y a eu des essais de manga français, euh, de BD brochette fromage, quoi, qui ont été faites de gauche à droite, en fait, à la base. Et puis, bah, il y a eu, mais après, dans le même temps, il y a aussi eu Dreamland et tout ce qui se fait actuellement, qui eux, donc, ont complètement embrassé l'idée de faire de la BD de droite à gauche, et donc même avec l'aval des éditeurs, etc. Et que, il y a aussi un côté,
de vouloir vraiment se fondre dans les habitudes du lectorat que tu vas viser, et même dans leur manga tech, etc., de vouloir passer inaperçu au milieu des autres mangas un maximum, quoi. Mais que il y a un côté aussi, je trouve, où c'est dommage, enfin, voilà, c'est mon point de vue, même si, voilà, j'accepte qu'il y ait des BD occidentales qui existent comme ça, mais que de mon point de vue, en fait, c'est dommage parce que tout cet apport qui nous vient du Japon, du manga et tout, bah, on aurait pu, justement, s'en emparer parce qu'on est tous matrixés par ça, mais aussi pour l'insuffler plus directement dans ce qu'est la BD franco-belge, mais en restant de la BD franco-belge, du coup, davantage, c'est-à-dire en gardant une lecture de gauche à droite ou des formats un peu différents, etc. Et donc davantage dans une idée de BD hybride que de BD un peu de fan et duquel c'est dur de se détacher des références hyper fortes qu'il y a dans lequel on s'inscrit, quoi. C'est-à-dire on va forcément être comparé au savoir-faire japonais quand on s'inscrit à ce point-là, quand on mime à ce point-là le manga, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah, oui, oui, clairement, parce que moi, j'ai vraiment eu une évolution là-dessus. À l'époque, quand j'ai commencé à faire des mangas, si jamais on m'avait dit ça, j'aurais dit: «Mais non, mais les mangas, c'est comme ça». Du coup, j'ai raison, globalement. Mais après, j'ai commencé à avoir un peu la réflexion là-dessus, surtout dans les réseaux où justement il y a pas mal de il y a aussi le débat de: «Est-ce que nous, en tant que Français, on a le droit d'appeler nos BD des mangas?» Tu sais, sur TikTok, tous les 2 jours, il y en a un qui me dit: «Mais tu fais pas du manga, tu fais de la BD, gna gna gna». Mhm. Du coup, en fait, de base, moi, j'étais vraiment genre, côté en mode: «Mais non, mais c'est normal qu'on fasse du droite à gauche, parce que les mangas, c'est comme ça». Ensuite, je me posais la réflexion: «Mais pourquoi on fait du droite à gauche?» Parce que techniquement, enfin, logiquement, ça n'a pas trop de sens de faire ça en tant que Français. Et après, je pense que généralement, la réponse, c'est, pour s'adapter au marché, hein, forcément, parce Mhm. que les lecteurs de mangas actuellement, ils sont habitués à voir des mangas en droite à gauche. Et si on change, peut-être on va se couper d'une partie d'un public qui n'est peut-être pas habitué à lire des mangas comme ça. Mm. Ouais, et je pense qu'il y a aussi Mais un peu l'espoir des éditeurs français de vouloir créer leur propre Dragon Ball, leur propre Naruto, quoi. Et que donc, pour l'exporter aussi, à oui. l'international, aussi bien au Japon qu'aux USA qui lisent aussi beaucoup de mangas, bah, au moins, l'adaptation est plus simple à faire vu qu'il n'y a pas à inverser les pages comme dans les vieux Dragon Ball, quoi. Comme dans les premiers. Oui, voilà. Donc il y a vraiment ouais, une idée de mimer aussi ouais, enfin, d'essayer ouais, c'est ça, de s'inscrire dans ce grand courant le plus possible, de s'y fondre, quoi. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, pour revenir sur Road to Centaur, du coup, et tout ce discours, c'est que je trouve que dans Road to Centaur, ah ouais, on va peut-être déjà présenter en vitesse un peu le synopsis de ton récit, quoi. Mais, enfin, je vais le faire vite fait, mais Oui. en gros, c'est Kislan, qui est donc un adolescent, qui va aller dans une école d'élite pour former des soldats d'élite qui vont servir à différentes missions pour la nation, etc. Et que donc ils ont tous des pouvoirs, etc. Et lui, il a une épée spéciale, l'Emporio, qui fait qu'il se démarque des autres aussi à un certain niveau. Mais donc voilà, ça s'inscrit dans un récit un peu d'école, d'apprentissage, d'adolescent, de montée en puissance, avec des combats. Voilà, ça a la croisée de plein de trucs, de récits Neketsu classiques, on va dire, mais modernes, Ouais. notamment bah, Naruto, My Hero Academia, etc. Bah, je sais pas si ça te va que je le résume comme ça, Road to Center. Bah oui, ça me va parce Et que donc, techniquement, c'est ça, hein. ouais. Et donc, mais dedans, donc, il y a ton originalité qui vient dedans aussi, qui est notamment la part humoristique. Et ça, on pourra en parler, mais ce que je trouve déjà intéressant, c'est que toute cette réflexion de se positionner un peu en héritier, enfin quelqu'un qui arrive un peu, toi, il y a déjà toute la vague manga, on n'a plus juste après Dragon Ball, quoi. Le manga s'est tellement installé, tous ces codes-là, tous des grands récits qui ont un peu cristallisé ce que représente le manga Neketsu, Shonen et tout ça, et que ceux qui arrivent après, bah forcément, ils ont sur leurs épaules cet héritage-là, et que à travers ton personnage principal, tu le poses lui-même en tant que personnage qui a ce poids sur les épaules parce qu'il a un grand frère qui lui correspond au code du héros shonen parfait, qui est déjà marketé en plus au sein de son propre univers vu qu'il est représentant d'une chaîne de burgers, etc. Enfin, il a son propre burger dans un fast-food, donc il est Oui. lui-même déjà pris, on va dire, dans tout ce modèle économique du manga, même au sein de son propre univers, avec des produits dérivés, voilà, il a des discours sur l'amitié, il est parfait, etc. Et que donc, le héros, on va dire, il fait pas le figure à côté de lui aux yeux des autres personnages et que partant de là, t'aurais pu faire que ton personnage veut se dépasser pour dépasser la figure de ce grand frère qui donc représente les mangas cultes qui le précèdent. Mais non, ce que j'ai trouvé intéressant que tu as fait avec ce personnage, c'est que il veut se démarquer en suivant sans se renier quoi. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'un peu lâche, avec un sale caractère,
et qu'il veut assumer cette partie-là lui-même pour porter un récit en fait qui s'inscrit pourtant dans des codes extrêmement classiques et tout ça. Je sais pas si Ouais, c'est surtout que en plus Keslan, c'est un peu un personnage comme j'ai dit quand je l'ai un peu teasé, c'est un personnage que j'ai créé vraiment dès que j'ai commencé à lire des mangas, c'est vraiment le premier perso que j'ai créé. ouais. Et en fait, Keslan, j'avais créé vraiment en mode héros shonen typique, sauf que même dans mes histoires, même à l'époque, genre j'avais plein de persos secondaires et tout, mais Keslan, c'est des persos qui étaient plus vides avec du recul parce que il avait un but, vraiment, son but c'était être parmi, en gros, être dans le top des meilleurs guerriers du monde. Mais pourquoi? Bah on sait pas. Mhm. Je sais pas pourquoi il voulait l'être, hein. Bah, il voulait l'être, mais Et aussi pour des raisons extérieures, justement, parce que c'est comme ça qu'il faut que ce type de récit soit, quoi. C'est, oui, voilà. donc il y a quelque chose d'un peu creux parce que il faut que ça soit comme ça parce que ça soit comme ça, au même titre que dans ton manga, parfois les gens se battent pour se battre et parce que dans le genre de récit, il faut se battre, quoi. Et prouver qu'on est le Oui, meilleur voilà. et C'est confronter ses idéaux à travers la bataille, etc. Et que Kislan, il arrive avec son regard extérieur, justement, parce qu'on a énormément digéré les codes de tous ces mangas à force de les utiliser, de les exploiter. Et lui, il arrive avec son regard extérieur de dire, mais non, moi, de rationaliser ce truc-là, de dire non, moi, je vois pas pourquoi je le ferais, juste parce qu'il faudrait le faire, quoi. exactement. Surtout que Keslan, ça a mis j'ai mis longtemps à trouver un but. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était pendant la conception de RTS que Keslan n'avait pas de but. Et je me suis dit, bah, dans ce cas, autant faire un héros qui justement cherche son but. Mhm. Genre, parce que Keslan, c'est vraiment l'épine l'épine dans le pied de toutes Euh, mes histoires. Je ne savais pas quoi faire avec lui. ouais, je comprends. Et vraiment, je suis content d'être parti sur cette idée-là par rapport aussi avec son frère, où justement j'ai aussi changé toute la dynamique avec son frère, où son frère, lui, c'est un peu le modèle qu'il devrait atteindre, mais que finalement il n'a plus envie, parce que moi aussi j'ai changé d'avis là-dessus sur comment faire un manga, sur le manga en général aussi. Mhm. Et mais on sent toute cette réflexion hein, à travers le personnage de Kislan, etc., qui évolue. Et je trouve ça intéressant parce que, enfin, bon là c'est pas dans les tomes encore publiés au papier, mais enfin, je vais éviter de spoiler pour préserver les gens, mais que malgré les envies de Kislan toi parce qu'il est quand même dans cette merde quoi, il est quand même dans cette école élitiste à devoir toujours augmenter en puissance pour pouvoir y survivre et y rester, etc. Donc il est quand même pris, on va dire, dans un système et un type de récit qui va le pousser constamment à essayer d'embrasser la carrière de son frère, quoi. Vu que Oui, vu que c'est par besoin qu'il va devoir le faire, tu vois, par besoin de survie, etc. Et que donc je trouve ça intéressant que c'est un héros qui ne doit pas parvenir à ses fins à ce niveau-là. Parce que s'il devient l'Okage à la fin, enfin peut-être que qu'il y aura un moyen intéressant de le faire devenir Okage entre guillemets à la fin, mais que en l'état c'est un personnage qui doit lutter à l'encontre même du but de ce genre de récit. Et que oui, lui-même, par voilà. exemple, il peut être pris au jeu à certains moments d'être dans l'ivresse du combat, etc. Et donc forcément d'être dans l'échelle de puissance et de toujours monter plus loin, etc. Et que donc il est pris un peu entre ces deux trucs-là. Et je trouve ça intéressant avec ce perso aussi. Oui, c'est clairement une lutte intérieure pour Keslan dans le sens où vraiment il cherche à trouver un but, alors que techniquement on lui donne déjà un but. Mais en fait, vu qu'il a été, comment dire, il a été biberonné depuis son enfance à être le plus fort et à être le plus fort globalement, c'est compliqué pour lui de se détacher. Et c'est un peu, enfin, ça reflète. Kessel, c'est aussi un peu une partie de moi où justement, moi, je questionne un peu sur ce que je veux faire plus tard. Comment dire, est-ce que je dois me conforter aux attentes de la société ou est-ce que je veux faire ce que j'ai envie de faire? C'est aussi un peu de ça que je veux développer par rapport à Kesslan. Mhm. Ouais, ouais, mais je vois, ça marche. Voilà. Mais juste parce que je regrettais de pas l'avoir dit, je trouve ça intéressant que aussi physiquement Kislan il correspond à des codes shonen en partie avec notamment ses cheveux en pique et tout, mais que comme il y a son grand Oui, frère qui le précède et que donc c'est lui on va dire le grand frère qui est dans cet univers-là la source du fait que les cheveux en pique comme ça représentent le héros parfait et que donc Kislan il vient qu'en second et qu'il a ces cheveux-là parce que voilà on va dire génétiquement probablement bah, c'est normal qu'il ait les cheveux proches de ceux de son frère quoi mais qu'il ne oui. porte pas sur lui la symbolique de ce héros de shonen parce qu'il arrive en second lieu à ce niveau-là et je trouvais ça vraiment cool de comment aussi s'interroger et dévoyer des codes à ce niveau-là et donc justement on parle de dévoyer des codes c'est quelque chose que tu fais beaucoup aussi à travers l'humour parce que pour moi ça
bah, c'est un des gros points forts de ce manga, je suppose qu'on te le dit souvent. C'est un manga où vraiment, il y a des moments où moi j'éclate de rire, ce qui est pas non plus hyper simple à faire, Oui, je trouve, en bande dessinée, de réussir à faire éclater de rire quelqu'un. Et, euh, et donc, ça passe notamment par le fait de jouer avec les attentes du lecteur habitué à certains codes, etc. Et de jouer sur des caricatures. Mais pas que ça, justement, parce qu'on pourrait se dire alors qu'il y a un côté un peu Deadpool, de se dire on prend tout au second degré, on prend tout de manière quatrième mur, etc. Mais je trouve que tu arrives quand même à créer, malgré ce second degré qu'il y a beaucoup, euh, bah, tu mets comme du premier degré dans des personnages, dans l'implication émotionnelle que tu cherches à créer, à nous créer avec eux, dans le fait même de partir parfois sur des archétypes de personnages, et pour ensuite les approfondir et montrer qu'ils sont plus intéressants que juste la surface et le type d'archétype dans lequel ils s'inscrivent. Et je trouve aussi que, pour terminer sur ce truc-là, euh, qu'il y a un truc qui aide aussi, je trouve, à ne pas tomber dans du cynisme second degré de oh là là, je sais que je suis dans un manga et je fais que redigérer des codes, etc. Et donc être uniquement dans un truc où on s'applique pas vraiment émotionnellement. Bah, c'est justement ce que tu parlais un peu avant, c'est un peu la sincérité dans laquelle que tu arrives à mettre dans ce manga, où voilà, il y a un reflet de ta vraie vie qui se remet dans ton manga, etc. Et que ça se sent quoi, à la lecture, je trouve. Et aussi, au-delà de ça, je trouve que t'arrives à capturer comme une certaine justesse euh, pour nous faire attacher des personnages très rapidement, quoi. Que ce soit Nali, Sirius, etc. Il y a quelque chose où moi je me suis très vite attaché à ces personnages et on sait pas trop d'où ça vient, tu vois, mais il y a juste quelque chose de leur visuel, de leur gimmick, etc. Ou même Kupak, je trouve le petit cyclope, où j'ai l'impression qu'on sent que oui. c'est un personnage que t'aimes beaucoup et que tu prends plaisir à dessiner et que tu lui trouves, on dirait que tu le trouves facilement des poses un peu classe, des moments, des cases où qui vont bien le valoriser, etc. Et que c'est quelque chose, et c'est un personnage au début qui apparaît pas beaucoup et qui pourtant, il a une espèce de mise en avant naturelle dans le récit, au sein de tes pages, qui fait que ça nous crée un attachement nous aussi en tant que lecteur, quoi. Donc voilà, il y a plein de strates différentes que je trouve intéressantes dans ton manga à ce niveau-là. Ouais, bah, surtout que pour Kupak, c'est un peu un perso où justement, comme tu as dit, c'est pas un personnage qui est tout le temps là, mais à chaque fois qu'il est là, je sais pas, j'aime trop j'aime trop sa présence parce que Mais- même si c'est pas une présence principale dans la scène, il rajoute quand même je sais pas, un truc. Et vraiment, j'aime beaucoup Kupak. Et aussi pour revenir aux archétypes, je pense que actuellement, enfin, à l'heure actuelle dans l'histoire, sans trop spoil, la personne qui représente le mieux ce que je voulais faire avec les archétypes, c'est Solena. Ou dans le sens où Solena, de base, je voulais qu'on la voie comme la Hinata, globalement. Ouais. Genre la fille gentille, timide, qui pleure tout le temps, qui est un peu Ouais. sensible, qui a l'air un peu faible et tout, Mhm. et partir sur autre part, sans trop spoil. Et en plus, surtout qu'au début de RTS, elle devait être premier degré amoureuse de Kessan, sauf que Kessan n'en avait rien à foutre. Mhm. Bon, on voit que c'est pas vraiment parti dans cette direction avec Keslan. Mhm. Ouais, ok, ok. Ah, c'est intéressant, avec Solena. Mais ouais, c'est marrant parce que Et plus on avance au récit, plus aussi tu pars sur des flashbacks où il y a une oui, narration où c'est presque que du flashback entre deux coups pour développer un peu les passés sombres de tes personnages, etc. Et donc il y a encore une fois une plus grande implication émotionnelle que tu essaies de créer avec eux. Parce que aussi au début de ton oui, récit, justement, je parle de cet aspect très présent de l'humour et de emprunter à des codes déjà existants, etc. Et donc où tu fais même toi-même des blagues en disant ah non c'est pas du tout My Hero Academia, etc. Et tu vois oui, tu t'éludes et enfin, tu fais des blagues comme ça. Et je trouve ça marrant parce qu'aussi au début inscris même beaucoup de trucs de culture de même internet et tout ça de manière très directe dans ton récit. Dans tes cases, enfin, avec les Sanic, avec les Momo, etc. Mais oui. que tu finis aussi par au moins le faire avec le temps. Et on dirait que aussi que c'est dans une idée d'essayer de proposer un univers qui se tient par lui-même euh, et d'évoluer vers ça aussi à ce niveau-là, quoi. Ouais, exactement. Bah, je me suis dit, enfin, j'ai vraiment le début de RTS, c'était un peu calculé machinalement dans le sens où un truc tout bête, mais mes règles devaient apparaître un peu plus tard dans le chapitre. Mais je me suis dit que pour accrocher plus rapidement le lecteur, j'allais le faire apparaître plus tôt parce qu'il avait un potentiel humoristique pas mal. D'où vient du coup la scène de Yayoi Tamashi avec Solena. Ouais. Et bah au final j'ai bien fait parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à accrocher RTS à ce moment-là, Hmm. avec Raik justement. Et vraiment au début j'avais pas spécialement confiance en mon univers, si je Mhm. peux dire ça de manière pudique. Et vraiment je voulais un peu maximiser avec des
des choses que un lecteur pourrait connaître pour qu'il puisse plus vite s'attacher à l'histoire et après les inviter à plus s'intéresser à ce que je veux raconter comme propos. J'utilise un peu la méthode de Gintama là-dessus, dans le sens où Gintama c'est vraiment que des blagues pendant genre très longtemps, mais quand ça devient sérieux, les blagues et les tranches de vie avec les personnages vont te faire beaucoup plus investir émotionnellement dans les scènes sérieuses. Ok. C'est un truc que je voulais un peu essayer de faire. Ok, ok. Et je me demandais aussi, voilà, le premier tome, il y a l'arrivée des élèves et puis l'épreuve. Dans le second tome, en fait, c'est quasiment uniquement de la tranche de vie entre les élèves. Et ils évoquent le fait Oui, qu'ils font des missions entre eux, mais on les voit jamais, tu vois, les missions. Et puis, tout d'un coup, t'apprends aussi qu'il y a genre 3 mois qui s'est passé depuis la première mission et tout, où t'es vraiment, tu mets vraiment de côté cette partie-là. Et puis, le troisième épisode, bah, du coup, c'est avec les dinos. Et donc là, ça va être que de la ouais. mission, on va dire. Je trouvais ça étonnant, en fait, cette répartition très tranchée. Est-ce Ouais. que c'est un truc conscient? Est-ce que c'est un truc que t'as essayé d'équilibrer, etc., quoi? Bah, en fait, dans les shonen, moi, ce que j'adorais, c'était les épisodes filler où ils faisaient juste leur vie. Ouais, moi aussi, j'adore ça. Je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y en ait pas assez. Genre dans One Piece, moi, Ah, je pareil, rêverais juste pareil. d'un petit arc où ils sont dans leur bateau et ils font rien. Oui, Moi, ils rigolent entre eux et tout, c'est toujours les meilleurs moments quand ils sont entre deux îles, entre deux aventures, c'est tellement bien, hein. exactement. Ouais. Surtout que ce que j'aime bien dans la construction du tome 1 et du tome 2, c'était peut-être pas aussi intentionnel à l'époque sur Premier Arc, mais lors de mon retour du tome 2, j'ai vraiment pensé à ça. C'est qu'en fait, le tome 1, je voulais vraiment que ça soit un tome, on va dire, humour-action, où tu découvres les personnages qui ils sont un peu stéréotypés. On n'apprend pas trop sur eux, mais on se met vraiment sur l'humour et l'action en priorité, histoire d'accrocher le lecteur. Mais que j'ouvre quand même à la fin du tome 1 une ouverture une ouverture pour découvrir un peu plus des personnages, par exemple avec Zoner. Et pour qu'ensuite, dès qu'on arrive sur Ah oui, ok. le tome 2, je voulais faire vraiment une partie plus calme, entre guillemets, où là, on va beaucoup plus en apprendre sur les personnages en eux-mêmes, sur leurs relations, leur dynamique, et sur leurs problèmes et sur leurs buts. Et ouais, c'était vraiment. Du coup, c'était un truc que je voulais vraiment faire, surtout dans le redraw, parce que c'était quelque chose. Parce que moi, ce que je préfère dessiner avant tout, c'est les personnages et leurs interactions avec d'autres personnages. C'est Mhm. ma partie préférée dans la BD. Et c'est quoi ton rapport avec le fait de dessiner les combats, du coup? Alors, j'aime bien dessiner des combats, mais pas tout le temps. Parce que là, t'as beaucoup enchaîné, du coup, avec tous les derniers tomes. Ouais, ouais, vraiment. Mais de toute façon, en fait, ce que j'aime bien dans les combats, c'est pas l'action en lui-même, c'est ce qu'un combat peut raconter sur une dynamique entre deux personnages, on va dire ça Ouais. comme ça. L'exemple qui illustre le mieux sans trop spoil, c'est peut-être Sirius contre Vince, du coup le mec étoilé. Même si c'est un peu un combat où ça va dans tous les sens, j'essaie un peu de mettre un peu de flashback, Ouais. ça s'est vu, et un peu de développement de personnage et aussi de ce qu'un combat peut apporter à l'autre. Pareil pour le combat final de l'arc que je vais pas spoil, même s'il est très devinable. Ouais, mais c'est marrant parce que, enfin, pour mes personnel, je trouve que le flashback de Sirius fonctionnait vraiment bien parce qu'on avait déjà une application avec le personnage. Autant le flashback du gars étoilé, il arrive un peu comme ça, tu vois, parce que je comprends pourquoi il est là, pour donner de l'animation au combat, etc., comme tu dis, faire confronter deux idéaux entre eux et tout. Que, encore une fois, comme c'est constamment interrompu par du flashback, les combats, enfin interrompu, entrecoupé par du flashback, bah il y a un côté aussi un peu... Enfin après je comprends pourquoi c'est aussi un mode de narration hyper pratique, etc., parce que Oui, t'interromps de l'action pour mettre une narration qui n'a rien à voir, entre guillemets, où tu peux complètement changer de contexte, etc., et en plus, tu peux utiliser de la voix off et des trucs comme ça qui fonctionnent bien aussi. ouais, Mais c'est vrai que bon, pour le mec étoilé, au bout d'un moment, il y a un côté un peu artificiel, la force de mettre du flashback, du flashback, du flashback tout le temps, je trouve. Et, euh, et oui. que c'est pas là, et que forcément, ils sont pas tous à la hauteur les uns des autres. Et notamment pour les personnages qui sortent un peu de nulle part, quoi. Qui sortent un peu plus nulle Bah, part surtout que que Sirius. c'est un truc que j'avais un peu moqué à un moment dans le tome 3 avec le mec qui maîtrise les âmes. On allait partir sur son flashback Oui, oui, oui. avant que ça s'arrête Oui. complètement. Et en fait, ça m'a vraiment étonné que justement, après, que t'es pas plus loin, après tous ces flashbacks, justement, et notamment celui de Solena, etc., qu'au bout d'un moment, que t'aies pas fait une blague dessus, ça m'a étonné que t'aies pas désamorcé à un moment donné, parce que c'est vraiment ta signature de faire ça. Et là, vraiment, t'es resté premier degré en mode, je raconte des trucs sombres, la psychologie du perso et tout. Le flashback de Solena, Ouais, ouais, Solena, ouais, c'est surtout qu'à Keslan, il ne voulait pas écouter le ouais, flashback de base. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, ouais. Mais après, Et le flashback Solena, je l'ai trouvé très intéressant parce que t'as trouvé le fait qu'elle raconte quelque chose et que c'est autre chose qui se passe dans les cases, tu vois, où
elle a pas l'air de se rendre compte de la situation, elle dit j'étais entouré d'amis, en fait quand c'est autre chose qui se passe, voilà. Et ça je trouve ça Oui, cool, parce que c'était une manière vraiment intelligente je trouve, et originale de réinventer un peu la narration du flashback, et qui raconte toujours un peu une vérité objective comme ça en général le flashback, tu vois, c'est un peu, c'est quasiment du Wikipédia, et les faits ils sont là, et on te ment pas, etc. quoi, c'est les faits tels qu'ils se sont ouais. passés. En général dans les mangas et tous les flashbacks. Et tandis que là, bah, il y a quand même une espèce de double discours que t'arrives à mettre, et de subjectivité dans ce qu'a vécu le personnage en fin de compte, quoi. De quand même réussir à pas faire que du flashback premier degré, en mode implication émotionnelle, mais comme de réussir à trouver des petits twists, encore une fois, de comment réinventer un peu tous ces codes et de se les réapproprier autrement. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et notamment bah, par du second degré, comme t'arrives à faire, où là c'était à moitié de l'humour et à moitié pas de l'humour, du coup, c'était vraiment cool, je trouve, comme manière un peu de se réinventer dans ta narration. Après, moi, les flashbacks, j'aime bien le faire parce que, sauf, après, comme tu as fait remarquer, le problème, c'est que je ne sais pas où les caler, Ouais. les flashbacks. Du coup, des fois, j'ai un peu du mal à savoir où est-ce que je mets le flashback de Solena. Le flashback de Keslan, à chaque fois, il est un peu entrecoupé parce que c'est jamais à quel moment je raconte ça dans sa vie, tout comme ça. Ouais. Du coup, c'est un peu entrecoupé dans toute l'histoire, globalement, son flashback. Mais je pense qu'avec du recul, ça va peut-être être pour le mieux. Et Et puis de toute façon, c'est aussi t'explores des trucs que t'as envie de faire, et puis bah, parce que c'est aussi une manière de t'entraîner et tout ça, de voir un peu comment raconter les flashbacks, comment justement, comme tu dis, à quel moment les mettre, comment les doser, comment les aborder, oui, etc. C'est aussi, euh, et c'est comme le deuxième tome où tu dis que tu avais envie d'explorer un peu, de faire du tranche de vie, etc., du quotidien avec tes personnages. Bah, tu te mets à fond dedans. On dit que les flashbacks, au bout d'un moment, il n'y a plus que des flashbacks. Et donc, on voit qu'il y a des espèces de périodes euh, d'obsession et d'expérimentation précise sur des trucs que tu as envie de faire, quoi. Et je trouve ça, c'est marrant oui, à voir dans ton manga à ce niveau-là aussi. Et ah oui, clairement. ouais. Il y a juste deux trucs, un peu de mise en scène que t'as fait que je vite fait parler. Pas avec des cases et tout, hein, parce qu'on va pas rentrer dans des trucs trop complexes. Mais déjà, je trouvais ça intéressant qu'au début de ton manga, Sirius, qui est donc un personnage qui est très bavard, il y a un truc dans la BD, c'est que quand il y a beaucoup de texte, le lecteur peut se dire flemme, je passe quoi. Et ça Oui, peut même être un gag de mettre. Il y a des BD où parfois t'as une page de texte complète avec que du texte rempli, et c'est un personnage qui monologue tout seul, donc pour vraiment encore plus exagérer le fait qu'il est occupé de bavarder. Et en général, du coup, c'est du texte complètement facultatif et pas important pour l'histoire, etc. Parce que il faut se dire que le lecteur va potentiellement pas le lire parce qu'il a il a la liberté de pas le faire dans une bande dessinée, quoi. Et je trouvais ça intéressant qu'avec ah oui, Cyrus, dans ses premiers monologues, que tu y as inséré des vraies explications d'éléments de l'univers, de l'or, etc. Et que donc, je me suis dit, ah putain, c'est malin, parce que ça va pousser le lecteur à se dire, ah merde, je vais lire les monologues de Cyrus, de ses Cassouilles, parce qu'il y a peut-être des infos à aller grappiller à gauche à droite sur le lore, tu vois. Et je trouvais ça très malin comme manière de manipuler son lecteur. Et après, c'est plus un truc que t'as trop fait, donc je me demandais à quel point c'était volontaire, pas volontaire, etc. Cette mise en scène-là. Bah, en fait, moi, j'ai bien ce que j'aimais dans l'heure de Sirius, c'est que moi, j'avais raconté dans un TikTok qu'elle avait fait que Sirius, vu que c'est un fan de train et que moi, j'aime bien faire, vu que moi, j'ai un monde imaginaire avec les lignes de train en général, je profite des monologues de Sirius pour juste raconter du lore sur les trains. Ouais. Je sais que ça m'intéressait personne, mais c'est pas grave. Moi, je suis content d'en parler. Et aussi les moments où justement, le moment que j'aime bien, c'est quand Sirius raconte des trucs du lore, mais que c'est noyé dans un truc dont Ouais. on s'en fiche. Non, mais ça, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Et après, bon, on s'en fiche le reste, mais il y a comme un. C'est quand même drôle à lire parce qu'on peut être attaché au personnage, Ouais. etc. Donc, et puis, c'est pas non plus des pavés si immenses que ça, faut pas exagérer. Mais voilà. Oui, Et voilà. un truc que je trouve intéressant, c'est quand Kuka. Attends, le petit cyclope, c'est. Koupak. Kupak. Kupak, quand il est dans le monde d'illusion de Kiana, là, Oui. sans dire plus loin, etc., je trouve ça vraiment cool que tu as utilisé le fait qu'il n'y ait pas de voix dans la bande dessinée, où en fait il va y avoir des encadrés narratifs qui vont tout d'un coup se mettre, et dont Kupak va avoir conscience qu'ils existent, il va dire mais c'est quoi ces encadrés narratifs, etc. Oui. Ces narrations, mais quand même petit à petit, en fin de compte, comme c'est un encadré narratif, en général c'est raconté par un narrateur extérieur, désincarné, etc., qui est pas rattaché à quelqu'un, d'autant plus dans une BD où il n'y a pas de voix. Bah, au bout d'un moment, il va plus savoir si ces encadrés narratifs, c'est sa propre pensée, ou si c'est quelque chose qu'on lui impose dans l'illusion, etc. Et je trouve ça vraiment malin d'avoir quelque chose qui a de base est vraiment désincarné, et que petit à petit, tu vas mettre le texte dans ces encadrés-là de manière plus ambiguë de la manière dont ça se relie à Kupak, quoi. Et que cette ambiguïté de la réalité va très bien, vu qu'il est dans un monde d'illusion, etc. Et c'était vraiment très malin, ça, je trouve. Ça, c'est un truc, je suis un peu fier de l'avoir fait. Ah, tu peux le dire, c'est très bien.
Vraiment, ce chapitre-là, c'est un de mes chapitres préférés et Hmm. un chapitre où je suis encore le plus fier aujourd'hui parce que j'aime trop ce que j'ai fait dans ce chapitre, surtout avec le narrateur, justement. Bon, c'est justement où j'ai laissé le flou de savoir, on sait pas vraiment c'est qui le narrateur, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se trouve. Et ça, c'est un truc que j'aime trop, que j'ai trop aimé faire dans ce chapitre-là. Et je sais que ça peut être marrant aussi de briser les codes par rapport à ça, par rapport au narrateur. Ah oui, un truc que je me demandais aussi, c'est que je pense que j'avais lu quelque part dans les FAQ ou quoi, dans les dinos FAQ, que Ouais. Kislan, c'est un personnage dans lequel tu mettais beaucoup de toi dedans, c'est ça? Oui. Ouais. Mais de manière peut-être un peu exagérée, etc. Et moi, il y a ce moment des pâtes carbonara qui fait très true story, quoi. Qui fait très ça ressemble à quelque chose de réel là. Il n'y a pas trop de flou entre, il y a pas trop de flou entre la BD et la Bah, réalité. Et que je me suis demandé donc mais le toi, pire, c'est que ouais. j'aime vraiment les deux types de pâtes carbonara. Genre, je n'ai aucun problème avec les deux pâtes carbonara. C'est Pour juste. expliquer la scène, c'est en gros il y a la cantine et Kislan qui est le mauvais poil, il va commencer à mansplainer la cantinière sur comment faire, ce serait quoi des vraies pâtes carbonara parce que voilà il y a sinon c'est juste des pâtes à la crème machin truc et bidule et se croire de son bon droit parce que factuellement il a raison que c'est factuellement pas des pâtes carbonara quoi. Et mais en fin de compte il va la faire pleurer la pauvre cantinière mais que donc voilà, on va dire il a factuellement raison mais dans sa rationalité à outrance débile en intelligence émotionnelle il a zéro quoi. et Oui, que voilà. et que donc il va s'embourber dans ce truc là euh, et pas vouloir admettre qu'il avait tort quoi en fin de compte dans l'absolu on va dire. Et je me suis demandé Ah, mais si Kessian, c'est un truc c'est. que toi tu pouvais faire dans la vraie vie ou quoi. Alors, bon, les pâtes carbonara, peut-être pas. Non non mais après c'est une caricature Mais sur, justement mais ouais, mais sur d'autres sujets, oui. ouais. Mais ça, Kessian, c'est vraiment quelqu'un de très, comment dire, têtu, de très borné. Et ça, je sais que c'est un défaut que j'ai. C'est que je suis parfois trop borné sur certains trucs. Hmm. Et je me suis dit, Kessian, généralement, c'est comme, ouais, comme j'ai dit dans la FAQ, c'est globalement moi avec mes défauts, mais exagérés, hein, globalement. Ouais. Mais bah, moi, enfin, cette pratique de la BD où il y a notamment des aspects sur soi-même qu'on a envie de travailler, qu'on a envie de changer, etc. Et donc de le mettre sous forme de bande dessinée et quitte à s'auto-caricaturer comme pour prendre du recul sur soi-même aussi, etc. Et aussi que l'air de rien quand on fait de la BD, c'est, je trouve, une manière aussi de déballer sa pensée, de l'incarner d'une autre manière, etc. Et que c'est aussi une manière de réfléchir différemment qu'avec les mots, qu'avec les conversations, ou qu'avec le fait de juste penser par soi-même, etc. À travers la BD aussi, on pose les choses différemment, on va dire. Et que donc, je sais pas si toi aussi, quand Oui, tu fais de la BD, il y a une forme de travail d'autothérapie, comme ça, entre guillemets, euh, et que ça t'aide aussi à devenir une meilleure personne, entre guillemets, pour le dire un peu bêtement. c'est exactement RTS, pourquoi ça existe, c'est pour ça. C'est c'est vraiment, genre, c'est le truc où personnellement, je sais que RTS, ça me fait du bien de travailler dessus parce que ça permet d'exploiter plein de trucs, même pas qu'avec Essen, mais avec d'autres personnages, Mhm. où en gros, je dis que vraiment, tous les personnages ont quand même un peu de moi. Par exemple, Selena, c'est un peu le côté où Tu es j'essaye raciste. d'être. Pas le côté raciste, mais, mais plus le côté en mode oui, je suis gentil et tout, mais je ne suis incapable de voir que des fois j'exagère sur certains trucs. Mhm. Ou sérieux, c'est peut-être mon côté peut-être un peu trop passionné. Et des fois, j'ai l'impression d'être bizarre et que personne ne le comprend. Ah, Nali, c'est pareil aussi, hein. C'est même, Mhm. même combat, ces deux-là. Ouais, là, c'est marrant, hein. Et du coup, le fait, par exemple, tu poses ces choses-là, et, euh, et comme c'est une BD aussi qui accompagne sur les années, bah, parfois, je sais pas si tu relis tes bandes dessinées, du coup, et notamment parce que tu fais des redraws, donc oui. Bah, aussi, tu vois, avec du recul, aussi des choses que t'avais pas forcément conscience, que t'avais mis dedans, etc., peut-être, et, euh, et que, enfin, et aussi qui disent quelque chose de toi que t'étais à l'époque, on va dire, il y a 3 4 ans ou quoi, quand t'avais fait ce moment-là dans ta BD, et donc aussi voir l'évolution de toi en tant qu'humain, que tu as à travers les années, quoi. Ah oui, clairement, mais même en structure narrative et ce que je racontais dans RTS, ça se sent que j'ai shifté au bout d'un moment. Hmm. Comme tu as dit, par exemple, au début, c'était vraiment très humour et après, j'avais envie de faire de tranches de vie. Puis après, enfin, j'ai un peu changé on va dire, mes motivations au fur et à mesure de l'histoire. Mais il y a plein de passages où je me disais, enfin, il y a des trucs que j'ai gardés dans le redraw parce que je me disais, bon, c'est pas parfait, mais j'aime bien quand même. Par exemple, techniquement, le début du manga où Kessan il sourit d'aller à l'école, Oui. ça peut paraître.
Ça peut paraître hors sujet quand tu Mhm. vois Kesslen après. Mais en fait, ça résume un peu ça résume un peu peut-être moi, à l'époque où j'étais un peu naïf en voulant faire du manga en mode ah mais faire du manga c'est trop fun et tout. Mhm. Et après je découvre les joies des Ulule et autres joyeusetés. Ouais. Ah bah oui, mais d'ailleurs, on peut parler de ça. Déjà, je me demande, est-ce que de base, tu avais pensé déjà ton histoire sauf pour un format papier à venir? C'est-à-dire, est-ce que tu travaillais tes pages au vis-à-vis? Il me semble qu'au début je crois que je suis plus sûr si j'avais fait du vis-à-vis dès le début, mais je sais que j'ai commencé à faire du vis-à-vis assez tôt Hmm. dans l'histoire. Ok. Par contre, Tu travailles sur quel programme Clipsy Open, c'est ça? ouais, Cliff Studio Paint. Ouais, ok. Ouais. J'avais commencé au tradi aussi, mais j'avais fait du vis-à-vis. Hmm. Mais après, au bout d'un moment, le fait de faire d'impression, c'était pourtant jamais prévu. Sinon, je ne serais pas en train de pleurer à refaire tous les formats d'impression actuellement. Mais parce qu'à l'époque, enfin, RTS, c'était censé être un manga d'entraînement. BD d'entraînement comme Lewis Strandem avait fait avec son Lapino. Avant RTS, il y a même pas 6 mois, juste avant, j'étais encore sur mon histoire type One Piece à 1000 chapitres, Mhm. Le hein. fameux projet. Ouais, voilà. Genre vraiment, c'était 6 mois avant. Enfin, avant RT, j'avais déjà posté sur mon draft les chapitres 1 de ce concept-là. D'ailleurs, il y a encore le Ouais, chapitre 1 ouais. de ce manga-là. Rotosen Kushi, du coup, c'est ça, hein. C'est juste Senkyushi, mais ça Ouais. s'appelle juste œuvre quelconque Ah oui, sur ok. manga draft. Ok, ok. Et voilà, à l'époque, c'était vraiment un truc où Christian, il était déjà à Sentar, entre guillemets, il faisait des missions et tout. Ouais. Et vraiment, c'est un truc de 1000 tomes, hein. Enfin, vraiment, c'était abusé. Et j'avais commencé à poster ça plusieurs fois sur mon draft. À chaque fois, ça flopait, donc je supprimais et je repostais une version légèrement améliorée. Hmm. Et au bout d'un moment, bah, je voyais que ça marchait pas, du coup, j'ai resupprimé, j'en avais marre. J'ai eu un art block à ce moment-là. Et je me suis dit, bah, peut-être que les mangas, c'est pas fait pour moi. Mais vu que je suis borné, Ouais. j'ai quand même voulu continuer. Sauf que j'avais le choix entre deux chemins. J'avais le chemin où j'ai dit, ah, ça peut être cool de faire une BD Pokémon sur un peu comme Gero avait fait à l'époque avec son Nuzlocke sur Pokémon Ruby Omega, je crois. Ou soit je faisais l'arc annulé de mon histoire à 1000 tomes, où l'arc annulé c'était justement le premier arc où tu suivais Kislen à l'école. Ok. Et donc, bah, j'avais commencé à faire la BD Pokémon, j'ai fait cette page, ça m'a saoulé. Et du coup, je suis parti sur l'idée de faire une œuvre annulée qui allait être, cette fois-ci, je me mets pas de pression, je me dis ça va être une BD d'entraînement, c'est une BD qui va t'apprendre à dessiner. Mhm. Et le scénario, tu t'en fiches, tu le feras au fur et à mesure des pages. Ok, ok. Après, j'ai commencé à faire RTS comme ça, j'ai fait les premiers designs, je les ai toujours les premiers designs d'ailleurs, où on avait, bah, du coup, il y avait Keslan, il y avait Cyrus, il y avait Nali. Nali, il faut qu'on en parle aussi de sa conception parce que c'était vraiment cataclysmique. Ah oui? Parce que Nali, bah, Nali, globalement, c'était la fille. Genre, elle avait pas d'autre trait à part être la fille du groupe. Et genre, je savais pas quoi faire avec elle. Et j'avais pas d'idée d'histoire avec elle. Vraiment, je l'avais mis elle juste pour avoir un quota féminin. Et, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, elle va être fan des dinosaures. Et puis voilà. Mhm. Et donc, ouais. Et après, t'as brodé autour de ça, quoi, du coup. Ouais, mais RTS, c'est du brodage, hein, globalement. Mais oui, en plus, Nali, ce que je trouve cool, c'est que, toi, avec son tic de logage, dino machin, etc. Et puis même, elle a un design vraiment riche et tout. Donc, c'est aussi un des personnages auxquels on s'attache très vite parce elle nous fait rire et tout aussi. Et puis, tu fais des têtes pas possibles. Et que je trouve ça cool que, par exemple, tu l'aies mise dans une autre classe que celle de Kislan. Parce que Oui, ça crée un peu une attente, une frustration chez le lecteur de dire ah merde, ce perso que j'aimais bien et que j'espérais voir plus interagir avec les autres, je vais devoir attendre plus loin dans le récit pour pouvoir la retrouver, etc. Et que c'est aussi un bon moyen de, bah encore une fois, de créer de l'attente chez le lecteur et tout. Donc je trouve ça bien que exactement. t'aies pas mis tous ces œufs dans le même panier, quoi. Ouais, je voulais vraiment les séparer par classe. De base, c'était aussi pour développer plusieurs classes. Au final, j'ai la flemme. Ouais, ça m'étonne, hein. Ouais, tu trouves des prétextes Et pour te faire assembler et créer d'autres groupes, quoi, selon comment t'as besoin. oui, oui, voilà. Mais surtout que je me suis dit, ça peut, dans la vraie vie, tu n'es jamais dans la même classe que la personne que tu as rencontrée la veille, hein. Ouais, mais après, c'est pas la vraie vie. Oui, voilà. Oui, je sais, mais à l'époque, je me disais ça. Ok. Et après, je me suis aussi dit, ce serait bien de faire deux groupes pour Keston, à savoir un groupe de gens de sa classe et un groupe de gens extérieurs. Hmm. Et du coup, le groupe dans sa classe, ce serait du coup. Bon, Sirius aurait été dans les deux, dans tous les cas. Mais après, dans le groupe dans sa classe, il y aurait eu genre bah, Solena, Zoner, Aaron, tout ça. Ouais. Et après, le groupe, c'était Rai, Kupa, Kiana, Nali, Ikor et tous ces gens-là. Mhm. Ok. Et ce que je trouve intéressant que tu commences à parler, c'est aussi comment
vu que tu publies sur Manga Draft de base, vraiment principalement, c'est comment aussi le fait de publier sur Manga Draft, ça va t'orienter d'une manière ou d'une autre, la manière dont tu vas réfléchir à ta bande dessinée, où tu disais, ah tiens, il y a tel personnage, Raik, qui semble populaire, ou des trucs comme ça. Enfin, Manga Draft, en gros, c'est des gens qui publient, n'importe qui peut publier ses BD dessus, et surtout dans le style manga, quoi. Et que donc il va y avoir un système de like des pages, un système d'abonnement, un système de commentaires, un peu comme sur YouTube, donc il y a un côté réseau social. Et que c'est vrai que publier dans ce contexte-là une bande dessinée, bah ça conditionne aussi ta BD d'une autre manière, quoi. Et donc je sais pas ce que tu Oui. auras à faire comme retour dessus, de ton expérience au Manga Draft, ça. Bah moi, faut savoir que quand j'étais petit, je détestais montrer mes dessins Hmm. et mes BD. Genre, je les gardais que pour moi parce que il y avait que moi qui avait le droit de les lire. Vraiment, ça m'a mis très tard de commencer à me dire, ok, faut que je poste mes propres dessins, mes propres BD. Et je me suis dit, bah, vu que mon histoire elle peut être bien, ça peut être cool de poster, avoir des retours, avoir des fans et tout. Du coup, j'ai commencé à poster sur mon Raft comme ça. Bon, après, t'as la partie où tu débutes et du coup, t'as pas de retour et t'es dégoûté. Hmm. Et après, pour RTS, en fait, RTS, à l'époque, j'ai posté les 9 premières pages de la version d'origine et globalement, j'ai posté que ces 9 pages-là. Et en ces 9 pages-là, tu n'apprends rien de l'histoire. Mhm. Normalement, pour résumer les 9 premières pages, c'est Kessan arrive dans la ville, il dit il va dans une école. Voilà, enfin. Ouais, c'est un teaser, quoi. Oui, voilà, c'est un peu un teaser. Mais sauf que, bah, du coup, les premiers retours que j'ai eu, c'était en mode, mais c'est My Hero Academia ton truc? Ah ouais, forcément. Bah, Enfin, en même temps, du coup, comment leur donner tort? ouais, enfin après une école, My Hero Academia, enfin t'as comme le héros qui a un postulat de base vraiment différent et tout, quoi. Mais Oui, ouais, voilà. bon, enfin après je peux comprendre aussi, hein, mais bon. Mais du coup voilà, t'as Et déjà eu des du coup, retours qui t'ont orienté du coup? en fait, quand on m'a dit ça ressemble à My Hero Academia, je voulais à tout prix montrer que non, Hmm. je ne m'inspire pas de My Hero Ok, Academia. donc ça t'a influencé de cette manière-là, quoi. Ok. Oui, voilà. Et du coup, j'ai commencé. C'est aussi à partir de là où j'ai commencé à mettre. En fait, de base, c'était un truc. RTS, c'était censé être un peu plus premier degré que c'était maintenant. Hmm. Enfin, il y avait toujours de l'humour prévu, mais c'était plus premier degré quand même. Le moment où j'ai shifté, et ce n'est pas, là, c'est pas vraiment à cause de mon race, mais ça va avoir une conséquence derrière. Le truc où j'ai shifté, c'est quand j'ai fait apparaître Sirius et que je me suis dit, vas-y, je vais mettre un peu un truc rigolo, je vais faire que Sirius parle tout le temps. Et en fait, ce passage-là, ça établit le personnage de Sirius, ça établit l'humour de mon histoire, mais ça a surtout établi que Kesslen soit aigri. Hmm. C'est aussi une dynamique de comédie classique, quoi. T'as l'enthousiaste et t'as le pas enthousiaste, et donc ils ont deux caractères opposés, donc ça crée la Ouais, comédie, quoi. oui, voilà. Et du coup, quand j'ai posté ces premières pages avec Sirius, ça avait hyper bien marché. Et je me dis, et à l'époque, j'avais déjà commencé la, entre guillemets, la surenchère, où quand Nali apparaît en mode, ah, ton épée, ce serait pas notre proyo par hasard, Kessan est déjà fatigué. Mhm. Et ça avait terminé, je me rappelle, ça avait terminé sur ce passage-là, du coup, pour la deuxième vague de pages que j'ai postées. Et c'est là où j'ai commencé à avoir eu des retours vraiment positifs sur mon manga. Et là, j'ai commencé à me dire, ah ouais, donc du coup, c'est l'humour qui marche. Hmm. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de faire le passage avec Raik, Yamino Tamashi, tout ça. Et vraiment, passage avec Raik, c'était le passage où là, il y a encore eu plus de gens qui sont venus pour dire ah c'est vraiment drôle. Et c'est là, je me suis vraiment focus sur l'humour à partir Ah, de là. c'est marrant, hein. Mais du coup, c'est quoi ton positionnement par rapport au fait de faire une BD humoristique, vu que t'as l'air de un peu plus s'en éloigner actuellement, même si tu continues de faire des têtes débiles, même pendant les combats, tu vois, quand ils se prennent un coup, ils font pas des têtes, ils font mal en manière classe, quoi, parfois. Ils ont les gros yeux débiles et tout. Ouais. Mais que du coup, enfin, c'est quoi ton rapport au dosage de l'humour, du coup, dans le manga, vu que t'as quand même été incité, on va dire, de base, d'un point de vue popularité, à te plonger vers cette direction-là. Et maintenant, t'essaies un peu plus de Bah, doser, justement, donc... de toute façon, mon manga préféré, c'est Gintama, et c'est un manga d'humour un peu débile. Donc, c'est ton moi, truc, quoi. peu importe, je pense qu'en vrai, pour le coup, peu importe ce qui serait passé, je pense qu'il y aurait de l'humour à un moment. Mhm. Et Parce que puis c'est un truc on sent que j'aime faire. ouais, mais voilà, on sent que c'est quelque chose que tu maîtrises et c'est pour ça que ça fonctionne et que t'as des bons retours aussi, quoi, du coup. Ouais, ok. Oui, voilà. Et après, certes, j'en fais un peu moins maintenant de l'humour parce que je suis vraiment plus axé sur ce qui me plaît vraiment, à savoir le développement de personnages et les interactions. Mais pour moi, l'humour, ça a quand même une composante importante dans RTS par rapport à ce que le manga est et aussi par rapport à ma manière de raconter. Moi, j'aime pas raconter des trucs tout le temps tristes, hein. Mhm. Moi, faut que je rigole au bout d'un moment. Ouais. Moi, faut que je fasse des têtes débiles, sinon je m'ennuie, tu vois, par exemple. Ou faire des interactions qui n'ont aucun sens. C'est l'un des trucs que je préfère faire dans la BD, même s'il y en a moins, il y en aura toujours.
Ça, j'en suis sûr et certain. Et je me demande aussi, c'était quoi un peu ton rapport à ton dessin? Comment tu Ah, le ça c'est vois, compliqué. etc. Ouais. En plus, ça pas un truc facile à mettre des mots dessus forcément, donc enfin, je sais pas, essaye d'en parler comme tu peux. Bah, vu que RTS, c'est un manga qui est qui existe pour m'apprendre à dessiner, ça montre que de base, j'étais pas très confiant en mon dessin Mhm. et je suis toujours pas d'ailleurs. Mais du coup, ma conception de mon dessin, c'est, je sais pas comment expliquer, j'ai un peu de l'amour-haine avec mes dessins. Mhm. J'adore dessiner, je voulais un dessinateur, mais non, j'ai plus envie parce que, bah, j'adore dessiner, j'adore faire ça. Il y a juste le truc qui me frustre, c'est que c'est un truc tout bête, mais genre, je ne sais pas à quoi mon style ressemble. Bah, Du coup, j'ai ouais. l'impression de pas savoir où me positionner, d'un point de vue artistique. Qu'est-ce que tu veux Parce que dire par là c'est du exactement? manga, Ouais. bah, disons que il y a c'est un peu un mélange bizarre entre du manga avec un peu de cartoon, Mhm. Bah, bon, disons que mon style ressemble à Scissor Seven. J'ai pas vu Scissor Seven, donc je sais pas quoi. J'ai pas trop d'avis, mais en tout cas, le style me parle, et de toute façon, le style qui me parle le plus, c'est pas des styles détaillés. Moi, je suis pas dans le détail, hein. ouais, ouais. Donc, Et puis, je suppose que t'as aussi un plaisir que le récit avance, et donc si tu passes 10 jours sur une page, bah, ça avance pas, quoi. Hein. ah oui, ah non, ça me C'est un des saoule. plaisirs de la BD, c'est que c'est t'habiter ton couteau et tu peux te lancer dans ton récit et ça va vite, quoi. C'est pas des méga productions comme les films ou les jeux vidéo. Bah, moi, je me dis que le base d'un manga, c'est des dessins rapides en noir et blanc. Je respecte la règle, hein. Mais du coup, quand même, je trouve que Je- ton dessin, bon, déjà, notamment, je trouve qu'il s'inscrit dans ce qui est un peu le manga français, la BD brochette de fromage, hein. Et bah, du coup, justement, ce que tu dis avec un côté dessin animé français et en même temps style manga, etc., il y a quand même ce mélange-là qui a émergé un peu naturellement chez plein de gens, j'ai l'impression. Mais que je trouve aussi que tu as ta patte et que ça c'est cool quoi. T'as ton dessin, t'as vraiment ton style à toi qui se reconnaît à travers tes chara design, à travers même ton trait, ce que tu oses même faire dans ton dessin et que même enfin je sais pas quand tu dis que t'as un rapport amour-haine etc à ton dessin. En fait c'est compliqué parce que moi j'ai un rapport un peu relativiste au dessin où je trouve pas que vraiment qu'il y a de mauvais dessins en soi etc et que tous les dessins sont intéressants Oui, je suis pareil là-dessus. de leur contexte, etc. Mais on peut quand même. Enfin, et en même temps, c'est compliqué de dire ça, parce que si on va avoir une position radicale là-dessus, ça empêche de parler d'évolution de dessin ou d'amélioration et tout, parce que si on dit que tous les dessins se valent, il n'y a pas d'amélioration en soi. Ce qui est faux en partie Ouais. aussi. Donc voilà, c'est un truc un peu ambigu à ce niveau-là. Mais que moi, je trouve que ton dessin, il est même fort dans ses maladresses et dans ce que tu te permets de faire que des dessinateurs qui voudraient justement faire des dessins plus peaufinés, avec des petits traits d'ombre bien faits, etc., pour vraiment essayer de faire tenir leur dessin, avoir un côté waouh et tout ça, de double page à poster sur Twitter. Et que toi, Ouais. moi je trouve ça beau que tu sembles ça réussir à t'affranchir de ça et pas à complexer. Et que c'est pas juste parce qu'il y a des maladresses ou quoi que tu te permets de faire, c'est aussi parce qu'il va en émerger des choses justement fortes en soi. Quand en fait tu fais tes doubles pages pleines de scrabucha pour le dire un peu comme ça, ou et que moi je trouve ça trop Oui. fort, c'est trop bien, et que même dans les pages, dans certaines pages actuelles de One Piece, où justement Oda il va oser faire toi ce que j'appelle des scrabucha, c'est un peu des traits en zigzag fait vite fait pour faire une ombre ou un effet waouh, etc. Et de pas revenir dessus, etc. D'être juste dans la force du trait, etc. Et pas dans du peaufinage et tout, et de balancer son dessin, l'assumer comme tel. Et moi, je trouve ça vraiment très cool, quoi. Et que, avec le temps, on voit quand même que ton dessin, il s'affine. Forcément, le dessin, ils peuvent pas rester immobile, surtout quand on dessine des milliers de pages de manga, quoi. Mais que voilà, Ouais. il y a comme quelque chose qui va un peu plus s'asseoir, se solidifier, etc. dans ton dessin, mais que tu gardes quand même cette audace d'oser faire tout d'un coup un trait qui est énorme pour faire un éclair ou je sais pas quoi, et que Oui. d'autres dessinateurs qui complexeraient plus sur ce qu'est un beau dessin de manière académique ou quoi, ils oseraient même pas faire, ils oseraient même pas y penser, quoi, tu vois. Oui. Bah, en fait, de toute façon, ma philosophie du dessin, c'est que mon dessin, avant toute chose, pour qu'il soit réussi, il faut qu'il ait l'air vivant. Et j'essaye un maximum de privilégier le fait que les persos ont l'air vivants. Et à chaque fois qu'on fait des retours sur mon manga et que quand on ouvre une page au hasard, on dit ah ouais, ils sont expressifs tes personnages. Mhm. C'est bien que j'ai réussi ma mission. Bah, et parce que justement, typiquement, je disais que tu prenais beaucoup de la culture internet ou quoi, notamment au début de ton manga. Et je trouve que même dans ton dessin, il y a un peu ce côté justement de la force du Wojak, par exemple. Le Wojak, Ouais. où c'est du dessin vraiment.
fait suspend, elle va vite, etc. Et pourtant, il capture une réalité, tu vois, le Wojak. Et c'est pour ça qu'il est populaire, enfin, que certaines figures du Wojak sont hyper populaires, etc. C'est parce que c'est true story, quoi, ce qui se passe dans un Wojak. Et peu importe que ce soit technique ou non, il y a une réalité et une sincérité qui se dégage de ce truc-là, quoi. Et je sais pas si toi-même Oui, tu te sens un peu héritier du Wojak pour certains dessins. bah, je sais que je peux m'inspirer des mêmes ou peut-être du Wojak à certains moments. J'ai plus souvenir si je me suis inspiré du Wojak à un certain De moment. toute façon, t'as grandi là-dedans. Mais oui, j'ai grandi là-dedans. Du coup, c'est forcément inconscient ou comme c'est forcément inconscient. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des têtes débiles. Donc, et juste même travailler les expressions des personnages, qu'ils soient sérieux ou pas. Moi, j'aime bien faire ça. Mm. Après, c'est surtout capturer ce que ressent le personnage à ce moment-là. C'est un truc, c'est pas évident, mais j'essaye vraiment de le faire un maximum. Et de toute façon, moi, j'ai abandonné d'avoir un style détaillé à l'époque. Je voulais ça parce que je suis quelqu'un d'influençable. Hein. Quand je vois sur Twitter que tout ce qui marche le mieux, c'est les trucs détaillés, Ouais. je me dis, ah bah mince, peut-être que je rate quelque chose ou pas. Mais finalement, moi, j'ai fait ça fait un petit moment, j'ai commencé à faire la paix avec mon style et que personnellement, moi, j'aime bien mon style et je pense pas le changer, juste l'améliorer, le peaufiner Ouais. au fur et à mesure, mais pas renier ce qui fait mon style, globalement, le côté où j'essaye de favoriser l'expression vivant, même si des fois ça fait juste des dessins, qu'on fait sur un coin de cahier. Mhm. Je trouve que même si c'est fait un peu en mode coin de cahier, je trouve que ça représente quand même un truc, par exemple, le fait que Sirius soit un peu dessiné à la va-vite. Je trouve que ça exprime ce qu'est Sirius. Je sais pas Mhm. si je pars loin. Mhm. Dans le sens où Sirius, c'est quelqu'un qui est un peu, qui a l'air simple et rapide, globalement. Ah Du oui, coup, je le dessine en mode le simple et dynamisme. rapide. Ouais. Mais par exemple, quand tu fais un dessin, justement, que tu dis dessiner sur un coin de table en mode gros yeux débiles, etc., au peu de traits, euh, est-ce que c'est est-ce que c'est un dessin que tu arrives à capturer en une fois très rapidement, ou est-ce que tu le refais jusqu'à trouver ce que tu cherches, quoi? Non, en général, je fais en une fois et puis Ouais, c'est d'accord, mais c'est pas qui étonnant, Mais en fait, je me suis dit, j'aurais pu être étonné de me dire non, je fais le travail pendant des heures, je laisse reposer le dessin une semaine, puis je reviens dessus, j'en sais rien. Ok, mais ça sent, mais de toute façon, moi, j'adore, hein, en fait, j'aime à la fois ce côté décomplexifié, parce que comme tu dis, on est influençable quand on voit ce qui fonctionne et ce qui est valorisé, c'est-à-dire les doubles pages de Berserk ou des trucs comme ça, mais il y a aussi être honnête avec qui on est, il y a une idée aussi de cohérence d'auteur où le dessin, nos BD, etc., c'est aussi des prolongations de nous-mêmes, et que même si on évolue au fur et à mesure de nos vies aussi, bah, si on se sent à l'aise avec ce qu'on fait, bah, c'est aussi parce que ça nous correspond. Donc, et comme tu dis, ton dessin, il correspond à ton personnage de Sirius, parce que les choses se répondent entre eux de manière cohérente, et c'est normal, quoi. Une fois qu'il y a de l'honnêteté dedans, ça surpasse les Oui, maladresses, on va dire. par exemple les persos qui sont plus susceptibles à faire des têtes un peu semi-réalistes, ça va être Raik et Zoneur parce que c'est les persos Ouais. qui semblent être le plus sérieux dans l'histoire. Mhm. Ah ouais, c'est Alors vrai. que bah, des Cyrus et des Nali, bah, eux, ils sont comme ils sont, quoi. Ouais. Ils vivent comme ça. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont un peu dessinés un peu de manière simple et rapide. Mhm. Et pour continuer à parler de dessin, je disais aussi ton rapport au Ridro, justement, où, Ouais, comme je disais, dessiner des BD, c'est aussi capturer des moments de notre vie précis, etc. Et qu'il y a des dessins, même dans leur maladresse, tu ne réussirais plus à les faire de la même manière actuellement, on va dire, parce que justement, ton dessin, il a évolué. Et que on gagne oui, quelque chose, mais on perd aussi autre chose, quoi, tu vois. Il y a vraiment certaines cases que ouais, j'ai en tête ou quoi, où je me dis, où justement, tu parlais de réalisme, par exemple, quand Kistan, il demande à Solena, es-tu raciste, dans le premier tome. ouais. T'as essayé de dessiner de manière plus détaillée, etc. Mais en même temps, c'est plein de maladresses, et c'est aussi pour ça que le dessin fonctionne bien et tout ça. Donc c'est des maladresses qui sont une force, parce que voilà, on est dans de l'art, et donc c'est cool. Et que justement, c'est quoi ton rapport au Ridro par rapport à ça, de pas vouloir laisser tes dessins tranquilles là, là où ils en étaient. Bah, en fait, le Redro, c'est surtout, l'une des raisons de pourquoi je voulais pas faire de tome papier, c'est parce que je me disais, mais qui va acheter ça? Mhm. Enfin, genre, je vois les pages de ce moment-là, je me disais, mais mon livre, quelqu'un feuillette, il le redépose tout de suite. Et je me suis dit, bon, bah, si jamais auprès d'un grand public, mon manga se vende, il fallait que je retravaille forcément un peu les dessins. Ouais. Et c'est pour ça que je suis parti sur le côté redraw. C'est vraiment purement, on va dire, de manière marketing que j'ai pris cette décision-là. Mais je ne renie pas pourtant mes anciens dessins. La preuve, au lieu de les remplacer sur Manga Draft par le redraw, je les ai juste déplacés dans le hors-série parce que je ne veux pas les supprimer. Parce que Ouais. je trouve que c'est un héritage que je ne veux pas oublier Mhm. et que
Mais ça peut même intéresser des gens de voir mon parcours. Mais c'est vrai que par exemple, quand tu vois, je sais pas si t'as déjà lu Mob Psycho 100 de One, le Oui, dessinateur, oui, tu vois, j'adore Mob Psycho. bah ouais, mais tu dis pourquoi complexer quoi. Le mec il a même des assistants pour faire ce manga, donc pourquoi complexer. Et en même temps bon, il arrive Oui, avec un bagage derrière lui, etc. Le mec il vient pas de nulle part en faisant Mob Psycho 100, donc les gens ont confiance en lui, on va dire, avant même d'acheter le manga. Mais de toute façon ouais, c'est facile à dire que Mob Psycho 100 existe, donc on peut faire ce qu'on veut quoi, mais ça fonctionne pas comme ça. ouais. Mais Oui, malheureusement, non. Le grand public, s'ils voient un dessin moche, ouais. 99% des gens, ils vont Ouais. refermer le bouquin, ils vont Mais partir. ouais, d'autant plus pour le manga où je trouve qu'il y a vraiment une espèce de course à la performance au niveau du dessin. Oui, bah, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, le but d'un manga de base, c'est de faire des dessins rapides en noir et blanc. Moi, quand je pense manga, je pense à ça globalement. Bah, c'était Et Tezuka. c'est même, oui, voilà, et même dans Dragon Ball, c'est hyper épuré, Mhm. c'est hyper technique, mais c'est pas Berserk, globalement. Bah ouais, mais ouais. Genre, il y a pas de trame, il y a des hachures, mais ça va pas dans Ouais, le réalisme ou autre. Mhm. Ouais, c'est plus minimaliste, c'est sûr, quoi. Il y a même des moments où il expliquait, un moment sur un tournoi où il y avait un décor un peu trop complexe, il l'a fait détruire très vite pour plus avoir à le dessiner. Euh, mais après, ouais, après, Dragon Ball, c'est aussi d'une justesse, que tu vois, il fait des contre-plongées comme moindre Oui, au monde, c'est faire des contre-plongées, quoi. oui, c'est très fort, c'est très, 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 très fort Et en plus, techniquement. d'autant plus que je trouve que dans un dessin épuré, tu vois plus vite les maladresses. Ou là où dans un dessin avec plein d'hachures, etc., tu peux davantage cacher, on va dire, sous le tapis, un peu ce qui se passe mal. Et tandis qu'un dessin épuré, tu t'exposes à nu quasiment par ton dessin. Ouais, Exactement. il y a un côté plus comme ça. Bah, c'est surtout que, voilà, surtout que c'est un peu la mode, vraiment les dessins avec plein de trames, plein de hachures et autres. Et moi, c'est pas quelque chose, je me reconnais forcément artistiquement parlant, Et puis enfin, il faut de tout, hein, dans ma c'est normal. conception de faire. Ouais. Oui, dans ma conception de faire. Après, moi, lire des mangas comme ça, moi, je serais content, je lise pendant 2 heures la page en me disant c'est trop beau. Ouais. Mais je me dirais pas, je veux faire pareil. Peut-être je serais admiratif, mais si je serais admiratif et si j'aurais envie de faire pareil, ce serait plus parce que j'aurais été influencé par les réseaux et j'aurais vu que ça fait 10 fois plus de stats que mes dessins. Ouais. Ah là là. Mais c'est- Après, je peux comprendre pourquoi on est matrixé par les chiffres, etc. hein, mais ouais, je comprends. C'est Comme tu as vrai. dit sur Manga Draft, tu es aussi un peu ça, hein. Ouais, bah oui, mais c'est intéressant parce que d'avoir grandi là-dedans. Parce que moi, j'ai plus grandi quand j'étais ado, c'était plus les blogs BD. Mm. Et ouais, où c'était un peu, il y avait aussi un peu ces dynamiques-là, mais c'était pas aussi carré au niveau de son fonctionnement comme peut le demander Draft, et YouTube et tout ça, quoi. Ouais. Et pour revenir justement là-dessus, c'est que moi, c'est un truc qui. C'est vrai que j'aime bien faire des conventions ou des choses comme ça, c'est parce que ça me frustre un peu d'imaginer un lecteur comme un chiffre, quoi. Genre, je me dis, oh non, il y a que 4 personnes qui ont lu mon manga. Mhm. Je prends un exemple, hein. Mais c'est 4 personnes que je ne connais pas, ils ont pris le temps de lire mon manga et ils l'apprécient. Et je me dis, c'est. Enfin, des êtres humains, d'autres êtres humains ont apprécié un truc que je fais dans ma chambre. Mhm. Il faut aussi remettre ça dans le contexte aussi où on se dit, mais On arrive à des chiffres. certes, il y a les stats partout, mais il y a vraiment des gens qui lisent nos mangas. Et moi, à chaque fois que j'en confiance, c'est plaisir de voir des personnes qui ont découvert mon manga sur Manga Draft et qui me dire leur retour et tout, parce que je me dis, bah, ah ouais, il y a vraiment des gens qui apprécient mon histoire, ça fait bizarre. Mhm. Ok, oui, je comprends, c'est chouette. Et je me demandais aussi, enfin, c'est quoi un peu ta vue sur le long terme par rapport à ta pratique du manga? Est-ce que tu aimerais carrément pousser la démarche jusqu'à démarcher des éditeurs avec un projet ou des choses comme ça? Si j'aimerais éviter les éditeurs, ça m'arrangerait. Ouais. Pour l'instant, je suis encore très très entre est-ce que je veux devenir auteur de BD, mangaka, ou est-ce que je garde ça en activité secondaire. Je sais pas encore quoi choisir. C'est pour ça que je retombe un peu là-dessus, mais c'est pour ça que ça me résonne un peu avec le perso de Kessen, où Kessen ne sait pas ce que faire de sa vie. Mhm. Et bah, pareil. Ouais. Donc, quand tu deviendras un grand patron capitaliste à la fin du manga, on sera ce que tu seras devenu. Voilà. Voilà. D'accord. Ouais, mais oui, bah, c'est sûr que. Après, moi, je sais pas ce que tu fais comme étude, etc. Mais oui, c'est sûr que. Globalement, là, actuellement, on m'apprend à devenir un grand patron capitaliste. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Ok, ok. Après, c'est sûr que même si t'es publié chez un éditeur, c'est pas pour autant que tu vas en vivre, etc. Donc, c'est sûr que c'est Ouais. des choix de vie, quoi, on va dire. Mais de toute façon, c'est sûr que c'est génial déjà parce que c'est un des trucs qui moque à la plupart des gens, enfin, qui fait une vraie différence chez les gens qui font notamment de la BD, c'est d'aboutir des projets, quoi.
Et c'est vraiment cool de voir à quel point t'arrives à porter ton manga à maintenant 5 tomes et quelques chapitres, et de publier tes tomes papier, etc. Et de vraiment concrétiser tout ça, quoi. C'est vraiment un truc qui fait la différence de réussir à faire ça, je trouve. Bah oui, oui, c'est surtout ça. Surtout qu'à l'époque, moi, je voulais vraiment pas faire du tome papier. Mais après l'avoir fait, je regrette pas du tout, hein. C'est vrai que ça a changé un peu la perception de mon histoire, globalement, que ce soit dans les yeux d'autres personnes ou même dans les propres yeux. Enfin, moi, je trouve ça quand même fou que là, je me dis, là, regarde la bibliothèque, il y a un livre que j'ai fait, Ouais, de A à Z, là, dans la bibliothèque. ouais. Et en plus, ce livre est dans la bibliothèque de plein d'autres gens. Mhm. Et genre, je me dis, c'est quand même fou. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Je suis quelqu'un qui a un peu du mal à prendre du recul parce que moi, je fais ça dans ma chambre et je me dis, ah, c'est trop marrant, ce Kessen traite ce net de raciste et tout. C'est un très bon running gag, et, hein. euh, et après, je me rends compte que si j'avais dit au moins de 16 ans que c'est bon, ton manga il est lu par des gens qui ont dans leur bibliothèque, enfin, je sais pas ce que j'aurais dit, mais j'aurais été choqué, je pense. Mhm. Mais en fait, moi, j'essaye vraiment d'apprendre à avoir du recul et aussi à être reconnaissant de ce qui m'arrive parce que je pense qu'il y a quand même une part de chance, hein, dans mon parcours en général. Il faut aussi être reconnaissant par rapport à ce qui m'arrive. Même si peut-être je ne suis pas la nouvelle sensation du manga international, ça change pas que j'ai quand même fait quelque chose de grand en soi. Sortir un livre, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, faut que je sois fier de moi aussi. Il faut que j'apprenne à être fier de moi aussi. Ça, Ouais, c'est un deuxième problème. ouais, faut pas se comparer à Squeezie quand on est youtubeur, hein, de toute façon. La plupart des Oui, gens, oui, voilà. enfin, voilà. Ça sert à rien de faire ça. Oui, bah, c'est aussi vite fait, tu m'avais parlé donc de deux mangas, et du coup, j'ai pris le temps Oui, de lire les deux premiers tomes de She Wasn't a Guy et le premier tome de Run to Even. Et est-ce que enfin, c'est des mangas qui, donc, tu m'avais dit qui étaient importants pour toi? Et dans ouais. quelle mesure ça t'a influencé? Parce que je me suis demandé, dans She Wasn't a Girl, enfin, j'ai beaucoup aimé ces deux mangas, hein, c'est vraiment génial. Et dans She Wasn't a Girl, il y a vraiment enfin, une science de comment créer des moments intimes, avec peu de choses, et des persos qui rougissent, et que c'est touchant, etc. Et que dans tes derniers chapitres, t'as fait honneur, un peu comme ça, à un moment. Et je me suis demandé, est-ce que ça vient de She Wasn't a Girl, du coup? Alors, non, ça vient pas chez Ah, Zantagai, mais je pense que ça vient inconsciemment. Dans le sens où, en fait, en ce moment, il y a aussi, bon, j'ai pas cité, mais il y a aussi Bloom, qui est sorti récemment, là, je connais pas. qui est, c'est un manga de romance, Ok. globalement. Et bah, en ce moment, je lis pas mal de romances. Et en plus, là, en ce moment, bah, on voit un peu c'est quoi après les flashbacks, c'est quoi ma nouvelle lubie. Ah, trop bien, j'ai hâte, j'ai hâte. On va pouvoir faire des chips à gogo. Voilà. Et en fait, dans Shizun Taga, ce qui m'a trop marqué, c'est déjà l'utilisation des couleurs. Ça aussi, pareil, c'est un truc que je commence un peu à reprendre avec tout le mystère du ciel. Mhm. Et les yeux que tu Bon, colorises après, parfois aussi, du coup. oui aussi. Et vraiment aussi je trouve que niveau mise en page, c'est quelque chose qui m'inspire énormément, même en fait, ça donne des scènes, on va dire banales, mais hyper bien découpées, enfin découpées comme des scènes d'action un peu. Je sais pas comment expliquer. Hmm. De toute façon, le shoujo, c'est Genre, les codes du shoujo, ah, faut plus s'en inspirer pour ces mises en page, hein. Il y a plein de choses oui, extraordinaires qui se clairement. passent là-dedans, hein. Et c'est quelque chose, vraiment, ça m'a trop marqué quand j'ai découvert cet artiste. Et même le trait, je le trouve trop beau. J'aime trop l'histoire, j'aime trop la romance. Life, c'est fabuleux comme manga. Et pour Run to Heaven, du coup, Run to Heaven, je sais pas comment expliquer, mais globalement, je pense, que c'est maintenant mon manga français préféré. Mhm. Et je trouve que c'est un manga qui m'a vraiment impacté sur le point de vue de comment il narre son histoire. Mhm. Ouais. Comment il a relié les objectifs personnels de son héroïne avec de la tranche de vie, avec aussi quand même des éléments de world building pour donner le final du tome 1 qui est juste trop bien. Mhm. Et genre, quand j'ai lu ça, j'étais bouche bée un peu. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux faire ça. Run to Heaven, c'est vachement bien, hein, même rien que le premier plan, enfin des premiers plans avec des chaussures qui sont pendues, qui plein de significations, etc. Enfin, il y a tout qui arrive à bien s'entrecouper, s'entremêler, etc. Il y a vraiment
dans la structure de narration, je trouve, il y a quelque chose. Comme ça, je ne saurais pas donner d'autres exemples, mais il y a quelque chose de presque classique dans une manière de raconter de manière très efficacement et de manière mind-blowing à la fin, etc. Et Oui. qui est tout des codes de narration, de rythme, etc. Que moi j'ai pu voir un certain nombre de fois, on va dire, mais qui est tellement bien fait et avec, ouais, comme tu disais, le world building, avec le contexte géopolitique de cet endroit, etc. Qui fait qu'on s'attache à fond. Mais non, c'était vraiment, vraiment très très bien. Et il y a juste, bah, moi j'étais vraiment étonné de la couverture qui est tellement pas à la hauteur du dessin. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je trouve que ce soit la couleur, même le trait, etc. En soi, le dessin, il est tellement plus beau sur la moindre case à l'intérieur du bouquin. Que, c'est un truc qui m'a un peu étonné. Mais bon, voilà, c'est secondaire. Ah, bah, moi j'aime bien. Ouais, J'aime beaucoup la couverture, ah, c'est vrai, personnellement. bah, oui, bah, écoute, ah, ouais, bah, du coup, du coup, c'est mon avis. Mais oui, non, c'est vachement bien et j'ai hâte de lire le deuxième tome, du coup. Mais oui, mais She Wasn't a Guy. De toute façon, je vois comment ces deux trucs peuvent t'influencer, autant en termes de complexifier ta structure de narration via Run to Heaven, que dans comment créer des moments intimistes avec She Wasn't a Guy, etc. Comment ça peut se mixer dans Road to Center pour continuer à Ouais. nourrir ton récit et ce que tu as envie de faire, etc. C'est Bah, surtout marrant de que lire ça dans cette perspective-là, quoi, du coup. bah, dans ces deux cas, c'est que ça inspire surtout pour ce que je prévois pour la suite de Road to Center, dans le sens où je vois Guys, ça m'inspire. Enfin, tout ce qui est roman, c'est quelque chose que j'aimerais en parler. Et Run to Heaven, c'est tout le côté un peu développement d'univers, de world building, parce que dans la suite de l'histoire, j'aimerais un peu, comment dire, sans trop spoil, mais j'aimerais un peu plus développer le lore derrière l'école, tout en restant focalisé sur les personnages. Mhm. Ouais. Oui, d'accord, je vois. Mais du coup, en fait, c'est parce que pour le moment, je trouve que tes éléments de lore, ils viennent beaucoup dans les dinos interludes, avec des gros Ouais, blocs de texte qui vont expliquer les pouvoirs, le machin, le truc. Et donc plus en mode information Wikipédia, quoi. Et c'est vrai que dans oui, Run parce to que Heaven, il y a quelque chose de beaucoup plus organique, on va dire, dans la manière dont il arrive à distiller euh, des informations à travers des dialogues, etc., qui ressemblent pas à de la pure exposition d'univers. Et quelque chose qui semble plus naturel dans la bouche des personnages, on va dire. On va dire, ça met pas de frein à la lecture pendant que tu fais du développement d'univers, quoi. tout ce qui est dans les interludes, globalement, c'est des trucs que j'estime c'est pas nécessaire de raconter dans l'histoire, c'est Mm. juste un truc bonus pour un peu plus raconter plus de contexte dans l'histoire. Mais par exemple, je vois pas l'intérêt d'expliquer comment fonctionnent les pouvoirs dans Retour Centaure, par exemple. Bah, c'est quand même important au niveau des trucs primo, de montrer que ça s'annule, Oui, etc. par rapport au dernier streamer, mais dernier streamer, ça va être un cas un peu plus à part qui sera un peu plus développé plus tard parce que tant que je suis pas encore dans le cas de Raik, je Ouais. peux pas trop en parler. Ah oui, ok. Oui, aussi d'autres personnages, mais je peux pas trop en parler actuellement. Ok. Je montre juste les informations essentielles à la compréhension du truc. Mais après, globalement, c'est surtout après, par exemple, le lore du métro, ça sert à rien dans l'histoire, mais moi, j'aime bien en parler. Même, en fait, le fait que tu sois fan de métro et tout, je trouve que ça se ressent. Enfin, à des moments, on le voit, mais ça se ressent pas encore assez, je trouve. Je trouve que Ouais. c'est vraiment un aspect hyper intéressant. Je comprends pourquoi on peut être matrixé par les cartes de métro, je sais pas quoi. Et du coup, je sais pas si t'es parisien ou. Enfin, si t'as l'habitude des Ouais, je suis métros. parisien, c'est pour Voilà, ça. donc ouais. Donc ouais, t'as l'habitude des métros, machin truc. Et que. Bah, je sais pas comment tu pourrais l'intégrer vraiment dans ton récit. Etc. Mais c'est sûr que quand on est autant passionné par un truc, si on arrive à l'intégrer de manière organique dans son récit, original, intéressante, etc., c'est le top, quoi. Globalement, tout ce qui a un peu à savoir de ce que je vais raconter de l'univers de Road to Centaur se retrouve dans la deuxième annexe avec la fleur. Ouais, ok. C'est pour ça que j'en parle pas trop pour l'instant parce que aussi je suis un peu pudique par rapport à mon lore parce que j'ai peur de partir en surexposition là-dessus. Hmm. Et je sais que je suis capable, donc c'est pour ça que je me limite. Mais surtout que j'ai pas envie aussi que ça casse l'intérêt de l'histoire ou l'intérêt de Road to Centaur, c'est les personnages. Ça, je l'assume complètement, c'est les personnages en... Je mets toujours les personnages en priorité dans mon histoire. Hmm. Mais de toute façon, Et Run to Heaven montre bien, enfin, c'est juste un exemple, mais montre bien comment intégrer tout ouais, ça de manière. Bah, tu vois, comment intégrer un oui, personnage émotionnellement dans des implications politiques, etc., qui le dépassent, et de quand même voilà, de mettre à la fois à exactement. une grande échelle et une petite échelle, et que tout se fasse des allers-retours constamment. C'est- C'est sûr que c'est un truc duquel on peut Oui, s'inspirer, quoi. bah, c'est vraiment un truc qui m'inspire, surtout pour bah, l'arc avec le ciel coloré. Ça va être quand même assez important de rentrer là-dedans parce que même si là, les deux premiers chapitres
Oui, les 2 chapitres, pardon. Oui, il y avait les 2 premiers chapitres de cet arc. C'est encore, cloisonné dans l'école. J'aimerais vraiment aller, au-delà de l'école et surtout, impliquer de quoi le monde, en retourne globalement dans Road to Mhm. Center. Un truc tout con, mais genre, j'ai pas encore développé, bah, c'est un demi-spoil parce que ça se sent un peu dans l'histoire que ça va être développé, mais j'ai pas encore développé, bah, Zoner et le fait que ça soit un prince. Mhm. Et ça, c'est un truc que je pense ça va être, intéressant d'en parler un peu plus. Non, mais de toute façon, c'est vrai qu'il y a différents personnages qui viennent de différents pays, que tu évoques vite fait, et donc tu restes dans le flou, mais en même temps, tu te lances des pistes que tu peux aller exploiter quand on a besoin, quoi. Donc, à la fois, c'est bien le contexte de l'école parce qu'il y a un côté structure, etc., dynamique sociale, etc. Enfin, il y a plein de bases cool à exploiter, mais en même temps, c'est un frein aussi parce que c'est super limitant, quoi. Pour ça que Oui, c'est super que ce limitant. soit dans Naruto ou dans My Hero Academia, ils finissent par devoir exploser ce truc-là parce que c'est plus possible de rester restreint à une école, quoi. Bah, de toute façon, un truc que je dis dans Rock Hunter, c'est qu'il y aura pas de méchant qui attaque l'école. Ouais, et ça j'aimais bien quand dans le FAQ quand quelqu'un demandait il est où le grand méchant, il arrive quand et tu disais que Kislan il avait déjà du mal contre un simple bully à l'école et que je vais leur envoyer un serial killer de la tête. C'est que le personnage il est pas prêt quoi. Et en même temps on dit il est pas prêt mais comme tout Oui, c'est reste assez flou sur les capacités de Kislan, parfois il s'éveille, parfois pas, tout d'un coup il devient ouais. cheaté, parfois pas. Et en même temps tu évoques le fait qu'il a un destin à devoir échouer. Oui, voilà, parce que de toute façon, Kaysan, l'ennemi de Kaysan, c'est lui-même, hein, clairement. Donc, Ça va finir comme Naruto, il va se faire un câlin à lui-même dans une cascade. et Un truc comme voilà. ça. Pourquoi Enfin, pas. c'est même par rapport même à la dynamique. Enfin, je sais pas si je divague, mais par rapport à la dynamique avec Raik ou Dan, ou ça, c'est un truc que j'aime trop dans RTS, du coup, j'en peux en parler. Mais quand je dis que Kaysan, c'est un peu son ennemi, c'est lui-même, c'est que Raik, de base, quand tu le vois, tu te dis, ah bah, ça va être le Sasuke, en mode le rival Hmm. et autres. Et Raik pousse, narrativement parlant, à être ce Sasuke-là. Mhm. Mais Kaysen ne peut tellement pas voir Raik qu'au bout d'un moment, Raik, on le voit quasi plus parce que Kaysen cherche à l'éviter. Mais c'est marrant que tu parles beaucoup de Raik, alors que je trouve il est très extérieur à tout, en fait, justement, au récit. C'est exactement ce que j'aime bien avec Raik, c'est que. Et Dan aussi, c'est la même chose. Mais Dan, ça va être vraiment plus poussé cette partie-là va être plus poussée du côté Dan. Mais même pour Raik, c'est que en gros, il est dans une histoire où si ça aurait été un shonen entre guillemets normal, il aurait été au premier plan tout le temps Raik, hein. Mhm. Mais vu que l'histoire va vite dévier sur Keslan, ses problèmes et d'autres trucs, Raik va être mis au second plan parce qu'on va pas parler de la grande catastrophe, Ouais, globalement. mais je vois ce que tu veux dire. On Du va coup, parler de Keslan. et notamment lui, quand il commente, etc., il essaie d'imposer un type de récit que le récit ne Oui, répond pas, quoi. exactement. Et donc ça, c'est tout ce qu'on Exactement. discutait avec l'attention qu'a Kislan d'être héritier de héros de shonen, de codes de récit, etc., que duquel il veut s'échapper. Et donc Raik, il essaie de le faire rentrer dans ce moule-là, quoi, en gros. Voilà, c'est vrai que aussi Raik, dans l'arc qui va arriver, on le voit un peu plus. Non, mais Parce qu'il je se dit, comprends ah ça y est, mieux. c'est mon moment. Ouais, je comprends mieux pourquoi ce personnage peut avoir un rôle intéressant par rapport à la réflexion que porte ton récit. Ok. Et Dan, c'est un peu le deuxième exemple là-dessus, C'est où qui il encore apparaît comme le bully. C'est le mec qui veut être le plus fort là, qui agresse Kessen dans les toilettes. Ah oui, 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 d'accord. Ah oui, la Ouais. tornade. Ouais, voilà. Lui, c'est un peu l'archétype du rival 2, où lui, il faut être le plus fort, vraiment dans un shonen pareil, classique, où justement c'est un peu du dépassement de soi pour être de plus en plus fort, Dan aurait eu un rôle intéressant. Bah finalement, non, parce que bah, ce n'est pas le but de Kessen d'être le plus fort. Du coup, bah, Mhm. Dan, il est mis de côté parce que Kessen s'en fout de lui, et que même après il essaie d'avoir Bully, il y a l'obstacle Sirius. Donc, Dan est un peu limité est un peu limité lui aussi, et il va s'en plaindre aussi à un moment. Mais je voulais parler de ça pour revenir à un truc, c'est que ces deux-là, qui étaient censés être les deux, entre guillemets, rivaux slash antagonistes de l'histoire, ils ont été remplacés par un personnage où je pense que personne aurait misé là-dessus quand on l'aurait vu au début, Solena. Mhm. Parce que Solena, je trouve que c'est celle qui correspond le mieux au problème de Kessan. En termes d'antagonisme en général, en fait, Solena, elle met Tu veux tout dire en en termes lumière, tout ce qui ne va pas chez Ouais, Keslan. ok, d'accord. Ok, ok. Mais c'est vrai que c'est presque étonnant que cette histoire de trahison, entre guillemets, qui est presque une anecdote, tu vois, que tu la, Oui, que tu décides de la garder, de la développer jusqu'au tome 5 quoi.
Ouais. En fait, c'est vrai que c'est étonnant de se dire, ouais, c'est un tout petit enjeu, quoi. Et, et qui prend des proportions pas possibles, avec des Bah, flashbacks. ça prend des proportions pas possibles à cause des deux personnages, parce qu'il y en a un qui Ouais, veut ouais. absolument pas s'excuser parce qu'il pense qu'il a raison, et une autre qui est blessée légitimement ou pas, qui part carrément dans une quête de vengeance Mais dans c'est vrai que, l'histoire, quoi. mais c'est vrai que cette réflexion un peu méta sur des archétypes dont on hérite quand on fait ce type de récit, c'est vrai que toi tu le fais, mais c'est vrai que c'est un truc qui, bah forcément, ça se fait dans les shonen modernes avec, par exemple, Bakugo. Tu parlais de la figure du bully dans My Hero Academia. Bah, Oui, Bakugo, typiquement, il est censé être un Sasuke qui va finir par trahir, etc. Alors que pas du tout. Il a même une rédemption de bully, etc. à travers le récit. Enfin, compte, c'est le personnage le plus intéressant de la série, je trouve. Et que donc voilà, oui, il y a ce truc, on a des attentes parce qu'il y a des précédents sur ce type de personnage, donc on va déjouer les attentes du lecteur, etc. Et ben donc moi j'aime bien l'exemple de Chainsaw Man, où toi tu utilises beaucoup l'idée de qu'une confrontation entre deux personnages, enfin un combat entre deux personnages, c'est la confrontation entre deux idéaux, quoi, et que c'est oui, symboliquement qui doit gagner sur l'idéal de l'autre, quoi. Et ben Naruto dit ça aussi, quand deux guerriers sont vraiment en harmonie l'un face à l'autre, un échange de coups de poing permet de connaître l'espace mental complet de son adversaire, etc. Et que dans Chainsaw Man, il y a un peu cette subversion de ça aussi, avec un personnage qui lui a un passé super sombre, de sa famille qui est morte, machin truc, qui doit venger, et Denji, le personnage principal, qui lui son rêve c'est de toucher des seins, et oui. donc il dit à l'autre personnage, si je te bats, c'est dire que mon rêve de toucher des seins est mieux que ton rêve de vouloir venger ta famille, quoi. Parce que c'est la logique de vie de ce genre de truc. Et du coup, voilà, ça remet en perspective ce genre de truc, etc. aussi, et donc je trouve ça intéressant comment aussi tous les shonen modernes, etc. Ils ne peuvent pas juste répéter les codes précédents, ils doivent aussi prolonger la réflexion, quoi. Ouais, ouais, c'est pour ça que par exemple, Raik, il est volontairement mis de côté un moment dans l'histoire, parce que aussi Raik, par rapport à Kestad, bah, on sait déjà, enfin, j'ai déjà un peu établi leur relation. J'ai pas éternisé là-dessus, Mhm. même si je sais très bien où je vais avec Raik, donc j'ai pas spoil. Mais Ouais. Ah ouais, mais va, typiquement Raik, c'est marrant parce qu'il démarre vraiment comme le même du 18-25, du Okamarin ou Suzuki, je suis sombre dans la cour de récré, je dis des mots japonais bizarres, je suis stylé, intriguant. Et en fin de compte, je trouve ça marrant parce que en tant qu'occidental, du coup, enfin français, tu reprends des archétypes à la fois de récits et de codes shonen, Naruto, et en même temps, Dark Sasuke, le fait de dire des trucs en japonais pour faire crari, on est trop mystérieux, oui, etc. En fait, un japonais n'aurait pas eu cette réflexion de faire un personnage comme ça parce que, voilà, parce que nous, voilà, c'est un bandit du Japon et un weeb qui peut avoir ce genre de réflexion dans un oui, c'est récit. comme le ninja un peu weeb là. Oui, bah, typiquement, qui dit toujours des mots en japonais, c'est kawaii et tout. C'est tellement drôle. Et donc ça, je trouve ça marrant aussi de comment apporter une singularité en tant que français, tout en faisant quand même du manga et en s'inscrivant dans le manga, etc. Bah, je Silence, me dis, on est français, Lumière, ouais. autant aller à fond là-dessus. Ouais, mais c'est ça. Mais de toute façon, en fait, justement, je parlais de Silence, c'est Yann Vornier, je crois, l'auteur, Oui, qui, justement, dedans, il va mettre du folklore européen, médiéval, etc. dans son manga. Et que vu que Dreamland fait un truc à Montpellier et tout, je sais pas dans quelle mesure aussi c'est une des directions éditoriales, on va dire, pour essayer de se singulariser du reste du monde et faire des mangas qui ont leur truc à apporter que d'autres pays ne pourraient pas apporter, quoi. bah Ouais, exactement. ouais, Je pense que c'est la force du manga français, c'est de jouer qu'on est français, justement. ouais, c'est ça. Je pense que ce serait une bonne idée de partir là-dessus. Moi, c'est un truc que moi je me questionne beaucoup là-dessus, sur un peu la place du manga français dans le marché. Et je trouve que une de nos forces, c'est jouer justement avec le fait qu'on soit français, et pas avoir honte de ça, hein. Ouais, Enfin, moi, j'essaie vraiment de jouer là-dessus. ouais, mais justement, c'est vraiment ce que je disais avec le personnage de Raik, où il a une double réflexion méta, à la fois en tant qu'héritier d'archétypes de personnages qu'il est dans ce récit, et à la fois en tant comment on se les réapproprie culturellement dans notre pays, en France ou en Belgique, quoi. Ça apporte une couche de complexité, de réflexion supplémentaire, quoi. Donc c'est intéressant. Moi, ce que j'aime bien parler, c'est aussi bah, la conception des personnages, et aussi la réflexion de quel rôle ils doivent avoir dans l'histoire. En même temps, moi, je dis souvent que c'est les personnages qui écrivent l'histoire et c'est pas moi. Mhm. Genre, inconsciemment, le truc de la vengeance, c'était pas censé partir aussi loin, mais force est constater que c'est parti aussi loin Ouais. et que ça me va très bien. Et je trouve que même ça donne plus de cachet au personnage de Solena, où en fait, quand je dis que c'est les personnages qui écrivent l'histoire à place, c'est vraiment Solena, c'est l'exemple typique, parce que
Bah, jamais j'aurais pensé écrire Solena comme ça au début de l'histoire, hein. Mais c'est vrai, au début, t'as posé plein de personnages qui étaient en partie des coquilles vides, entre guillemets, quoi. Ils étaient juste, ils avaient un ou deux traits de caractéristiques, et puis basta, quoi. Et après, tu Oui, décides voilà. de les développer, les approfondir. De toute façon, Nali, c'est l'exemple typique que tu disais, hein. Tu savais pas quoi faire, Ouais. tu as mis fan des dinosaures, et en fin de compte, tu lui as créé des tics de langage rigolos, t'as créé ouais, des running gags, et puis un caractère parce qu'elle se fâche avec Kislan. Et donc, comme tu dis, les personnages évoluent eux-mêmes, tu les mets dans des situations avec tel et tel personnage qui ont tel caractère, et puis ils discutent entre eux, quoi. Oui, Et il se oui, passe des ouais, trucs. après ça se fait comme Après, ça c'est se pas fait que tout comme seul, ça, hein. C'est mais il y a, en tout cas, c'est moteur à ta réflexion, quoi, tout ça. oui, bah, c'est surtout ça parce que mais il y a des persos où je me suis dit enfin, quand j'ai créé Honor, je me suis dit: «Bon, bah, lui va être gentil», tu vois? Lui, c'était pas il y avait pas de question. Même Cyrus, je savais déjà à peu près où est-ce que j'allais aller avec lui. Enfin, même ça c'était même lié à son pouvoir de base. Ouais. Mais ce qui est marrant avec Solena, c'est que Solena, c'était un personnage qui est un peu, comment dire? C'est un peu, une pièce qui arrivait plus tard dans l'histoire dans RTS. Elle était même pas prévue dans mes premières ébauches. Mhm. Elle est venue au fur et à mesure et elle a pris une place, moi je l'appelle la dévoreuse de screen time, globalement. Et même j'ai même joué à un moment sur le côté que c'est bon, ta vengeance, on en a marre, Ouais, quoi. ouais, mais Genre même les gens dans l'histoire, ils en ont marre, sa vengeance. ouais, mais après, elle dit que voilà, c'est plus profond que ça, machin truc. Que c'est pas Oui, que cette voilà. vengeance-là, ça cristallise d'autres choses en elle, quoi. Dans une histoire classique, ça aurait plus été Raik Wooden qui serait devant, mais non, c'est elle. Bah écoute, c'est très bien. Mhm. Pareil, Nali, au final, elle a eu un arc sur les dinosaures, alors que bon, bah, Bah, c'était après, prévu pas ça. Nali, elle correspond presque pas à enfin, elle correspond un peu à un stéréotype de fille au début, en mode enjouée, kawaii, etc. Mais elle est son Ouais, propre délire, Nali, quoi. Tandis que tu dis qu'à chaque fois, Raik, ouais, dans une histoire classique, il aurait eu plus de place, mais dans une histoire classique, il aurait pas été aussi caricatural aussi, tu vois. oui, aussi, oui. Donc il aurait pas été vraiment le même personnage, tu vois. Il y a aussi des personnages que je mets volontairement de côté, comme Kiana, par exemple, Mhm. qui elle, elle aura son petit moment, mais par exemple, j'aime bien Kiana, c'est un peu comme Kupak, c'est pas Ouais. un personnage Ah, ils qu'on voit apparaissent en tout le même temps, de toute temps. façon, hein. C'est pas pour rien. Oui, voilà, c'est pas ça en même temps, donc c'est un Ils peu apparaissent en même temps avec une pause classe, ils sont liés même dans leur impact esthétique, oui, voilà. etc., quoi. Ils ont eu un combat contre eux, donc enfin un contre un entre eux, donc Mhm. Le perso le comment? plus bizarre, c'est Icor, quoi. En termes de... Oui, ah bah oui. Il va où, ce perso? Il est pété, il est stupide, enfin, il est maso. Et ce perso, il va dans tous les sens de manière extrême. C'est assez marrant. Bah, c'est ce que j'aime bien avec Icor, hein, lui, on sait jamais avec quoi C'est s'attendre. ça, on sait pas comment le situer, même, il correspond même pas forcément à un archétype, même dans son design de mec normal comme ça et tout. C'est même un truc, je sais pas comment tu vas t'en sortir sur les échelles de puissance dans ton manga, parce que dès le début, ils font des tempêtes d'éléments pas possibles, tu vois. Icor, il arrête. Ouais. Enfin, Icor, je vais pas spoiler, mais dans la partie du dinosaure, il est surpété, il fait des trucs vraiment constamment abusés. Et presque, on est déjà à un niveau où, dès le début de Dragon Ball, Tortue Géniale, il détruit la lune, quoi, tu vois. Il y a ce problème-là qui se pose un peu, je trouve, dans ton manga. Ou dans Dragon Ball, justement, Bah, c'est parce que je pense que c'est parce que ça vient d'un héritage de Dr. Slump et notamment des running gags, c'est de détruire la lune parce que les personnages ont une force cartoonesque, quoi. Et que donc il a mis de ça dans oui. Dragon Ball très tôt et que c'est pas trop réfléchi en termes d'échelle de puissance, etc. C'est juste du spectacle rigolo qui n'a rien à voir avec des considérations qui viendront plus tard dans Dragon Ball. Et du coup, dans ton manga, c'est vrai que parfois je me dis, c'est des étudiants, quoi. Ils sont déjà beaucoup trop pétés. Qu'est-ce qu'ils font les profs, du coup, tu vois. Et que, et que ça, je sais pas trop comment tu vas t'en sortir à ce niveau-là. C'est à moitié cartoonesque, à moitié, entre guillemets «réfléchi». Par exemple, pour Icor, c'est avant d'être fort, Icor est surtout débile. Mhm. Que sa force est un peu conditionnée Ouais, ses envies, quoi. à certaines choses. Ces envies bizarres. Ouais. Disons que Icor, c'est plus, un Pokémon utilisé qu'un être humain. Mhm. Mais après, il n'y a pas que Et Icor qui est surpété, quoi. Donc, oui, oui, clairement. Il y a aussi, bah, même il y a Nali, elle a un peu un pouvoir, un peu cheaté qu'on a ouais, remarqué. Tu même si. Solena qui, Ouais. Ils ont enfin, toujours, en termes de spectacle, c'est déjà des tempêtes d'1 kilomètre de haut, etc. Quand ils se ah battent oui, entre eux, oui. tu vois. Donc, c'est Ah oui, aussi, ça tu t'es mis dans cette sauce un peu. Et comment tu vas réussir à continuer de surenchérir ceux qui semblent pouvoir ah, détruire la planète en un claquement de doigts, quoi. pour l'instant, je vois pas la sauce, mais Mhm. c'est parce que j'ai pas encore développé, en dehors de l'école. Je pense que ça va arriver peut-être plus tard. Mhm. Et aussi parce que, comme tu disais, je Mais trouve que enfin, l'enjeu des combats, il est ailleurs que dans les combats en soi. ah oui, oui. Et que donc, même, toi, les combats stratégiques à la Naruto, où on a envie que ce soit vraiment le personnage méritant, et le plus malin, celui qui a réfléchi le plus de coups à l'avance qui gagne et tout, dans ton manga, bah, l'intérêt, il est ailleurs, quoi. Donc, Oui, le oui. spectacle, on veut de la pyrotechnie partout,
Pourquoi pas, hein. C'est pas très Exactement. grave, tu vois. Vu que l'enjeu il est pas là. Et même, par rapport à la considération des pouvoirs dans l'histoire, genre, c'est un peu explicité qu'au moment où les élèves ici, ils veulent être les plus forts et ils veulent être les plus matus globalement dans l'histoire, Mhm. et que le fait que le héros soit à contre-champ de tout ça, ça va être lié par rapport à ce que je veux donner comme conclusion à l'histoire. Mhm. Ok. Mais c'est vrai que moi je suis vraiment très intéressé à voir comment ça va évoluer. À quel point en fait tu vas réussir à te dépaître des codes du Neketsu avec un héros comme ça, tout en réussissant à garder l'intérêt dans ton récit, etc. Donc, et pas décevoir non plus les attentes des lecteurs qui aiment comme les combats. Donc c'est vraiment intéressant, toutes les possibilités que tu t'es ouvert en termes de narration différentes et de créer la surprise et des attentes chez le lecteur, quoi. Bah, c'est un truc que j'aime bien faire, de toute façon, de naviguer, soit un peu à vue, mais aussi, quand même avoir quand même un cap, je sais à peu près où je vais, mais je navigue quand même à vue parce que, bah, si je veux prendre des détours, bah, je prends des détours, pas de problème, hein. Mhm. Oh, de toute façon, en fait, c'est R. R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, il disait qu'il y avait deux types d'auteurs, il y a les jardiniers et les architectes. Ah, moi, je suis jardinier, hein. Ouais, voilà. Et Je suis après, pur jardinier. ouais, après c'est des spectres, tu vois, on est tous un peu, au moins un peu l'un des deux. Ouais. Mais oui, il y a quand même prévoir des structures un minimum comme un architecte, ou laisser poser les choses et laisser pousser, voir comment ça évolue. Mais donc voilà, c'est un peu une manière de définir de mentalité d'auteur, on va dire, de scénariste. Moi, je trouve qu'il y a pas de mauvaise méthode de toute façon. Je Ah oui, pense oui, que oui, toutes les méthodes sont bonnes à prendre. ouais, c'est sûr. Et puis, Moi, c'est comme ça que je fonctionne et ça me va très bien. je relis mon texte pour voir si je rate rien. Ouais, j'avais un peu comparé Kislan à Boruto à un moment dans mon texte. Ah ouais? Bah, en fait, Je crois bah oui, parce qu'en fait, c'est le petit, je pense que je vois c'est la le mais fils de vas-y. l'Hokage, quoi. Et l'autre, c'est le petit frère de Torclès. Donc, il y avait un côté enjeu Boruto. En fait, Boruto aussi, hein, dans le récit. Et en cela, enfin, moi, je suis pas fan de Boruto, mais je trouve ça intéressant, en tout cas, la base de réflexion qu'ils ont voulu faire. Après ce qu'ils ont fait, bon, je suis pas fan. Mais de dire, Oui. de mettre un personnage qui a quasiment la même tête que le héros précédent, qui est son fils, qui est au sein de son univers, c'est le fils du héros légendaire qui a sauvé le monde, machin truc. Et que donc, comment lui créer sa propre personnalité au sein de cet univers, comment le singulariser, etc. Et donc il y a aussi un peu cet enjeu-là de travailler de manière méta, le fait d'être héritier de figures qui nous écrasent, quoi. Oui, clairement. Après bon, Boruto, en fin de compte, ils le font beaucoup trop péter rapidement en termes de développement de pouvoir pour quand même le faire évoluer assez vite à des combats à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre Bah, dans Boruto. surtout qu'au Il le final, défigure, ça etc. pour essayer de plus le faire ressembler à Naruto. Enfin, je sais pas. oui, voilà, bah, je veux dire, la réponse à leur problème, c'est qu'ils viennent Sasuke, quoi. Bon, bah, d'accord. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que Mais Boruto, moi, ils avaient mis un peu ce truc-là que tu voulais faire, de mettre un peu plus de tranche de vie à un moment, où à un moment, Boruto, il est oui, coincé avec les autres ados dans une villa, et qui doivent se surveiller mutuellement, etc. Mais en fin de compte, le récit n'en fait rien, et ça part très vite sur autre chose, alors qu'ils auraient justement pu faire un tome complet, où c'est uniquement des ados qui bavardent entre eux, ils se fassent des trucs touchants, rigolos, gênants, etc. En gros, faire du tranche de vie, quoi. Et ça aurait été intéressant de partir là-dessus. Et en fin de compte, ils ont désamorcé très vite pour faire avancer le récit, parce qu'il faut faire avancer le récit, etc. Tu vois. c'était Et que ouais, c'est vraiment cette tension-là. Moi, je suis bon lecteur pour ce genre de non, mais trucs. Moi, comme toi, j'adore les moments trop de vie. Donc, un tome entier de One Piece, comme tu disais, où ils font les cons sur le bateau entre eux, moi, je trouve ça parfait, hein. ah, mon rêve, hein. Ça, c'est Ouais. vraiment mon rêve. Mais il y a aussi un truc, par rapport à Kessan, c'est, en plus, son frère, il a aussi son épée, Ouais. qui est un peu chiante, pour lui, hein, Ouais. par rapport aux réflexions qu'on lui fait. Mais de toute façon, ses Et cheveux, même son épée, c'est le personnage principal de son existence, alors que c'est un personnage secondaire dans les faits, quoi. Dans son... oui, voilà. Et surtout que même avec son épée, en plus, son frère, c'est qu'il y a une attente parce que les gens ils sont en mode waouh, il a une épée légendaire et qu'il en fait rien, globalement. Mais de toute façon, tu le dis, Kislan, il a envie de se réapproprier son épée pour en faire ce que lui a envie de faire selon sa personnalité et ses envies. De la même manière que toi, on dirait que tu as envie de te réapproprier ces codes-là de Shonen Neketsu pour en faire ce que tu as envie et selon ta personnalité, etc. quoi. Donc, comme ça j'avais déjà dit qu'il y a un peu cette double couche que je trouve intéressante dans ton manga, quoi. Bah, en fait, le truc avec Kessian, c'est que, bah, comme moi, se réapproprier un genre aussi codifié que le Chuaneketsu, c'est un peu compliqué. Bah, alors, Kessian se réapproprier une épée qui n'a pas d'autre fonction que d'être une épée. Mhm. Ouais. Ah, bah, bonne chance, ça c'est ton scénar, hein. Ah ouais. Non, mais j'ai la réponse, mais Ah, c'est cool. mais avec mais quand on voit dans l'histoire, moi je lui souhaite bonne chance aussi.
Là, ça me fait penser à Kingdom Hearts où c'est malin parce que c'est une épée, mais c'est aussi une clé pour ouvrir les cœurs, machin truc. Donc, il y a c'est comme cette double Oui, fonction. voilà. C'est assez malin quand on y pense. Bon, au début, j'avais pas l'idée pour l'épée, mais j'ai trouvé. Ah, mais elle est stylée, elle se reconnaît bien et tu peux la dessiner en quelques traits en plus. Voilà, Ah oui. la gardant reconnaissable, donc c'est très bien ton épée. En plus, elle est simple à dessiner. Merci, si le date d'il y a 10 ans de l'avoir imaginé comme ça. Comme avoir imaginé Kessen qui est un personnage hyper simple à dessiner. Ouais, mais ça c'est important, hein, les Tintins, etc. C'est pas pour rien qu'ils existent, hein, que tu leur dessines des centaines de fois ton perso. Hein. Ah oui, voilà. Mais moi, Kessen, j'ai fait en sorte de le garder parce qu'il est simple à dessiner, il est facilement reconnaissable. Je sais qu'il y a des persos où j'ai un peu plus du mal à dessiner. Je sais que dans ta vidéo, un truc qui m'avait marqué, parce que bah, c'est vrai, t'avais dit que Nali, j'avais plus de mal à dessiner. Bah, c'est vrai, j'ai plus de mal à dessiner Je l'avais dit Nali. ça. Ouais, c'est marrant. Ouais, mais Oui, je pense à d'autres dessinateurs Mac où on voit que les meufs, ils passent plus de temps dessus, c'est plus détaillé et donc elles sont plus rigides et tout au niveau du dessin. Et c'est vrai que oui, voilà. les Oui, premières c'était impressions exactement ça. d'Ali, c'est vraiment ça. Il y a les autres, ils sont dessinés en un trait fluide et elle est dessinée en plein de petits hachurés pour essayer de capturer son visage, sa bouche, sa machin. C'est vrai qu'elles sont. Oui, voilà. Bah écoute, et le dessin comme une prolongation de soi-même. Hein. Oui. Et vraiment, bah, mais Bah, je même crois. Nali, Moi, de enfin, toute Nali, façon, il y a que des personnages maintenant qui sont ça bien. va. Ouais, Bah, parce que maintenant elles sont dessinées comme les mecs, hein. ouais Genre, mais Nali, des c'est. fois, elle est dessinée comme Sirius, hein. Ah, mais c'est parfait, hein. C'est comme ça qu'elle fonctionne bien, je trouve. Hein. Et même Solena, ce qui est bien avec Solena, c'est qu'elle a un peu une palette d'émotions assez variée. Ouais, quand elle pleure, elle est trop drôle. Hein. Oui, voilà. Même quand elle fait ses têtes de vicieuse, là, quand elle veut venger comme les de Kessen, ça me fait trop rire de dessiner comme ça. Non, mais puis elle fonctionne bien avec Tiger et tout, hein, avec Zoner, donc c'est cool. Hein. Oui, voilà. Ils ont plus une dynamique, même au niveau du design et de comment je dessine, ces deux-là, ils ont un peu une dynamique un peu marrante Mhm. à faire dans le sens où, en fait, c'est deux personnages qui sont très expressifs, mais pas de la même manière. Où Zona, elle Ouais, va être plus expressive en mode oui, je pleure tout le temps, et Zona il va être expressif en mode oui, je suis énervé tout le temps. ouais. Et vu que les deux, ils aspirent à être entre guillemets l'inverse. Mhm. Ah oui, 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 de devenir l'autre un peu. Oui, voilà. J'adore dessiner ces deux-là ensemble, hein, de toute façon. Donc, c'est comme j'aime trop dessiner Kessan et Solena qui se parlent parce que Solena, elle change de tête quand il y a Keslan. Et Kessan, il a son expression, ma pépé Twitter, voilà, bah, c'est mon expression préférée que j'aime dessiner. C'est Kessan qui est blasé. Ouais, je vois, je vois. Ouais. Mais oui, Nali, c'était compliqué au début. Ouais, bah c'est intéressant, hein, de toute façon. Mm. Moi, j'adore voir un dessin évoluer à travers les BD, donc comment tu t'appropries tes personnages au fur et à mesure, etc. Mais du coup, c'est trop chouette. Je suis content que ça Ouais. soit bien passé. Et du coup, bah, en ce moment, t'as une campagne Ulule pour financer ton tome 3 et des réimpressions des tomes 1 et 2. Il y a des récompenses à la clé, etc. Et notamment, bah, le livre en soi, ce qui est déjà vachement bien. Et donc voilà, bah, j'invite tout le monde. Je mets les liens dans la description, en commentaire, etc. J'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil dessus et à soutenir nos petits artistes locaux, hein, qui, euh, qui font des très belles choses. Et qu'il faut faire vivre cette scène-là du manga indépendant, notamment. C'est très important, je crois. Et que, bah, du coup, Ouais. voilà. Je sais pas, c'était un mot de la fin. Bah, merci d'avoir écouté, d'avoir entendu tous mes anecdotes qui sont parties dans tous les sens. Et n'hésitez pas à lire ou à acheter Retour cet art, c'est très bien. Voilà, bah super. Bah, c'est trop cool. Merci à toi. Et bah, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, effectivement. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, salut.